nous pour ce deuxième temps public du projet stéréotype les genres en stéréo. Alors, ce projet il est porté par l'association Semer en territoire avec un grand nombre de partenaires que, évidemment, je n'oublie pas de remercier. Parmi lesquels le REPROF, le réseau de protection des femmes victimes de violences de l'arrondissement d'Ambert, qui est composé d'une multitude d'acteurs, des champs sociaux, médicaux, législatifs, j'en oublie sans doute, mais enfin de plein d'organisations qui se mobilisent sur notre territoire et c'est formidable, ainsi que différentes structures. Alors, je vous redonne un peu le cadre général. Pendant 3 semaines en janvier et encore pendant 2 semaines en mars-avril, nous accueillons Elsa Mingo de la compagnie La Conflagration, qui est metteuse en scène, qui travaille avec, d'un côté, des collégiens à Oliergues et des habitantes du livradois Forez autour de cette question de que sont les stéréotypes de genre, qu'est-ce qu'ils produisent, non pas au sens large, mais ici, autour de nous. En livradois Forez, et nous avons essayé de construire en plus des temps un peu de réflexion partagée, ouverts, des invitations joyeuses et cordiales à essayer de penser ces questions-là avec des pas de côté, qu'ils soient géographiques ou disciplinaires. La semaine dernière, nous accueillions ensemble Delphine Martineau, qui était chercheuse en psychologie sociale, qui nous a parlé de ce que faisaient les stéréotypes de genre au niveau de l'orientation scolaire. Et puis ce soir, nous accueillons Valérie. Voilà. Valérie, tu vas nous parler de ton dernier ouvrage, Entre chiens et loups, édition Stock, mais je ne fais pas la présentation parce que Laure, c'est ta mission. Laure, tu es libraire dans cette merveilleuse librairie que tout Ambert connaît sous le nom de Tout un monde. Voilà. Et merci beaucoup de votre présence à vous, toutes les libraires de cette formidable institution et de votre amitié et de votre confiance. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est qu'on vous laisse papoter un moment. Et puis ensuite, Est-ce que c'est pas déjà un stéréotype de genre ? C'est bien possible. C'est bien possible. Bah voilà. On vous laisse échanger. Ah, c'est terrible. Bon, en tout cas, oui, complètement. Donc, le plan, c'est ça. On vous laisse échanger pendant le temps que vous avez prévu pour ça. Après quoi, évidemment, on vous proposera de prendre la parole, de poser des questions, de continuer le débat, sachant qu'on ne s'arrêtera pas après les 30 minutes de questions avec cet engin qui est un micro qui peut circuler, puisqu'ensuite, on vous offrira un verre avec plaisir pour continuer les échanges de manière plus informelle. Et puis, vous retrouverez à la toute fin la table de la merveilleuse librairie qui vous proposera évidemment entre autres le livre de Valérie, d'autres ouvrages de Valérie aussi et voilà, avec aussi une composition thématique. Je pense que vous avez toutes les informations pour passer un délicieux moment que je vous souhaite donc formidable à toutes et tous. Merci. Alors, merci bien sûr à Étienne et à toute l'équipe de Semer en territoire. Et je vais en quelques mots essayer de présenter Valérie Manteau, qui est avec nous ce soir. Donc Valérie Manteau, vous êtes journaliste et auteure. Vous avez travaillé en tant que journaliste au journal Charlie Hebdo de 2009 à 2013. Vous êtes également éditrice. Vous avez travaillé aux éditions Les Échappés entre 2008 et 2013. Et vous avez été également au MUSEM, le musée à Marseille, chargée des éditions et de la diffusion jusqu'en 2018. Et vous êtes l'auteur également de 2 récits, Calme et tranquille, et également Le Sillon qui a été couronné du prix Renaudot en 2018 et qui parle d'un journaliste turc d'origine arménienne assassiné. Et ce parcours de cet homme, vous le mettez en parallèle avec votre errance dans Istanbul. Et ce soir, vous venez nous parler d'un, je ne sais pas si on peut dire un beau livre, c'est Entre chiens et loups, puisque c'est le récit que vous faites des audiences du procès des viols de Mazan. Le procès s'est tenu entre le 2 septembre et le 19 décembre 2024, et vous avez assisté à pratiquement toutes les séances. Pas vraiment toutes, si je dois être honnête, pour plein de raisons, mais aussi parce que c'était trop. Et je crois qu'on est vraiment... Enfin, il y a très très peu de gens qui ont assisté à toutes les audiences, et moi j'ai fait un petit break à un moment. C'était nécessaire.
Et donc, en 50 chapitres, comme autant d'accusés, vous parlez de ces audiences. Vous évoquez également votre vie et les répercussions que ce procès a sur votre vie. Et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans votre texte, qui est vraiment entre un travail journalistique et un travail littéraire, c'est cette liberté que vous vous laissez. Et on peut suivre le mouvement de la pensée qui se déploie, cette réflexion qui naît à partir de plein de choses, à partir effectivement de ces accusés, de leurs discours, des plaidoiries, et puis à partir de nombreuses références, des références littéraires. Pas mal La Princesse de Clèves, ce qui peut paraître surprenant, mais ça marche très très bien. Des références philosophiques, sociologiques. Et puis, vous avez aussi comme vous connaissez bien la Turquie, vous ouvrez un peu, moi je trouve, le champ des références en nous parlant notamment de Pinar Selek, cette auteure turque si intéressante. Pardon, sinon je fais une fausse liaison. Et voilà pour cette présentation du texte dont on va parler dans les minutes qui viennent. Dans ce livre, vous expliquez que quand vous avez, suite à la lecture du fait divers, quand ce n'était qu'un fait divers dans la presse, quand on ne connaissait pas encore Gisèle Pelicot, votre première réaction, ça a été « on a un problème ». Et à la suite, vous êtes dit que c'était intéressant, je vous cite, « Le dossier, par son ampleur et la cascade de preuves, semble tellement manichéen que j'y vois comme un ultimatum. Ces 50 gouttes d'eau vont peut-être faire déborder un vase bien rempli depuis MeToo. » Alors, ma première question, c'est de vous demander de nous préciser quel était l'enjeu pour vous d'assister à ces audiences, à ces procès. Merci pour cette première question qui va prendre du temps. Merci déjà pour l'invitation, à Étienne, à Semer en territoire pour l'accueil. Merci à vous d'être là. Je me souviens très bien, alors c'est bizarre parce qu'il n'y a pas tellement d'événements comme ça dans lesquels on peut se dire à peu près que ça fait collectif au sens où on se souvient tous de comment on l'a appris. Un truc qui ne nous concerne pas, personnellement. Moi, d'habitude, dans les ateliers, même avant cette histoire de Mazan, je disais toujours, il y a le 11 septembre, il y a les attentats de Charlie, il y a 2-3 trucs comme ça où à peu près on peut aller n'importe où en France et les gens vont savoir où ils étaient et comment ils ont appris ces événements-là. Et je me suis dit, ça fait longtemps que je m'interroge sur ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça crée comme lien entre les gens, ces événements qui forment communauté autour d'un problème qui nous a été posé par l'annonce de quelque chose aux infos. Et pour moi, Mazan, quand je l'ai lu dans un article du Monde 1 an avant le procès, je ne sais pas, peut-être certaines d'entre vous dans la salle l'ont appris aussi à ce moment-là. C'est un article qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. Moi, je l'ai appris via Manon Garcia, dont les bouquins sont là-bas aussi, qui est une philosophe féministe. Dans les milieux féministes, sur les réseaux sociaux, déjà, cette affaire, au moment de cet article dans Le Monde, tournait. Alors, qu'est-ce qu'on en disait à ce moment-là ? On se disait, c'est dingue. Voilà, moi, j'ai écrit dans le bouquin, on a un problème, parce que c'est vrai que là, MeToo, c'était depuis 2017. On parle beaucoup des questions de violences faites aux femmes, de rapports femmes-hommes, il faut changer, il faut l'éducation, il faut ceci, il faut cela. Et on a l'impression de progresser quand même un peu. Et là, moi, j'ai l'impression que de lire ça, donc de lire cette affaire telle qu'elle était racontée dans Le Monde, c'est-à-dire un mari drogue sa femme pendant 10 ans et la fait violer par des dizaines d'hommes recrutés sur un site internet. Alors, au moment de l'article du Monde, c'était un peu... il a mis une annonce et les hommes se sont pointés pour la violer. Et au moment des gardes à vue, ils ne se sentent pas responsables. C'était ça qui ressortait de l'article du Monde, c'était le fait qu'en garde à vue, la plupart des accusés disaient « Oui, mais moi, j'ai juste répondu à l'annonce du mari, je ne pouvais pas savoir qu'elle n'était pas d'accord. » Et là, vraiment, ça donnait un peu une image de on est tellement au ras des pâquerettes, on est tellement vraiment au degré zéro de la réflexion qu'on ne va jamais s'en sortir, enfin vraiment. Et je trouvais que, en plus, le dispositif qui faisait que ces 50 accusés ne se connaissaient pas entre eux. On n'est pas en train de se parler d'un réseau où les gens se seraient recrutés les uns les autres. Ils ont tous répondu individuellement à l'annonce de Dominique Pelicot. En plus, ils ont accepté d'être filmés, donc ça veut dire vraiment une sensation d'impunité
immense. Et jusqu'au moment où ils sont arrêtés par les flics, ils répondent qu'ils ne se sentent pas responsables, ils ne sont pas désolés, ils en ont un peu rien à faire. Vraiment, il y avait un sentiment d'être dos au mur. Et en même temps, on avait une carte en main au sens où ce procès il s'annonçait bien, si je peux dire, pour la victime, enfin vraiment avec tous les guillemets du monde, mais quand on a déjà eu l'occasion de s'intéresser aux questions du problème de la justice avec les violences sexuelles, ce qui est très compliqué, c'est la question des preuves, souvent, c'est la question des aveux, et là, on avait ça. Gisèle Pellicot avait cette chance dans son malheur terrible d'être un peu accablée par les preuves. Il y avait des vidéos de tous les viols, le mari avouait, ce qui est tellement rare, mais voilà, la justice fonctionne quand même encore beaucoup là-dessus. Plus elle avait les analyses toxicologiques qui faisaient qu'on savait que, en plus, c'était pas une histoire qu'ils avaient inventée, elle avait effectivement des traces de drogue, de Temesta dans les cheveux, remontant sur plusieurs mois et plusieurs années. Donc, le procès s'annonçait pas mal au sens où on n'allait pas perdre trop de temps à se demander si c'était pas sa faute, comme souvent malheureusement les procès comme ça. On allait pouvoir se concentrer sur qui sont ces gens, qui sont ces 50 hommes piochés au hasard dans un rayon de 30 km autour de Mazan. On n'est pas en train de se parler d'une zone hyper dense non plus. Enfin, ça veut dire vraiment beaucoup de gens dans un rayon très petit. Pourquoi ils ont fait ça? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Qu'est-ce qui leur est passé par la tête? Et comment est-ce qu'on peut utiliser cette masse d'informations qu'on va avoir au procès pour réfléchir ensemble à ces questions? C'est ça que je me suis dit dans un premier temps. À ce moment-là, j'avais pas du tout réfléchi. Je me suis pas du tout dit je vais faire un bouquin. Enfin, c'était pas, ça se passe pas comme ça. Mais je me suis tout de suite dit le procès va être très intéressant parce que le rapport de force est bon. Et que ça va mettre la justice à un endroit qui est intéressant, c'est-à-dire essayer de comprendre pourquoi et essayer de réfléchir à comment on peut répondre à ça. C'est-à-dire, est-ce que ça a du sens de mettre ces gens-là en prison? Est-ce qu'il faut leur faire subir des soins voilà, dont ils n'ont peut-être pas envie? Enfin, ça sert à quoi de forcer des gens à aller voir des psys si ils ont vraiment pas commencé à réfléchir à cette affaire? Voilà, je trouvais que ça, il me semblait que ce serait ça l'enjeu du procès et que pour une fois, on demanderait rien à la victime. Et du coup, ça me donnait assez envie d'y aller. C'était pour cette raison-là. Moi, j'ai suivi beaucoup de procès. Vous mentionniez le fait que j'ai vécu en Turquie. Et quand j'étais en Turquie, je suivais beaucoup de procès sur des questions de liberté d'expression et de terrorisme. Et moi, j'avais l'habitude de suivre des procès dans lesquels la justice est défaillante et les accusés sont innocents. Ça, c'était mon truc dans la vie. Là, c'était pas ça, c'était tout l'inverse. Je me disais, on est dans un système judiciaire qui va pouvoir fonctionner à peu près correctement, d'après moi, c'est-à-dire sans rouler sur la victime et en s'intéressant à pourquoi les gens font ce qu'on leur reproche d'avoir fait, comment on peut y répondre, comment on peut progresser. Et avec un peu de chance, avec des accusés sur lesquels on n'avait pas beaucoup de doutes sur le fait qu'ils avaient fait ce qu'on leur reprochait. Donc je trouvais ça assez confortable, disons, en tant que spectatrice. Je me disais, on va pouvoir réfléchir tout de suite à un endroit intéressant. Alors voilà, je ne vais pas spoiler le livre, mais j'imagine que vous avez un peu entendu parler du procès avant de venir ici. C'est pas ce qui s'est passé. Très très malheureusement, la justice a fait ce qu'elle fait d'habitude, c'est-à-dire dysfonctionner quand même beaucoup. Mais malgré tout, il me semblait que c'était quand même ça l'enjeu que j'ai essayé de suivre tout le long. C'est-à-dire vraiment la question qui traverse mon livre, c'est qui sont ces gens? Pourquoi ils font ça? Je peux parler encore pendant 1 heure, mais je vais laisser une chance de rebondir. Eh ben non, c'est parfait parce que qui sont ces gens? C'est le premier extrait que je vous propose de lire. C'est drôle, c'est le chapitre préféré de tout le monde. Et alors, il faut que j'explique d'où il vient. C'est le chapitre 9 et il s'appelle Qui est-ce? Et en fait, donc, il faut vous représenter le truc quand on arrive aux audiences. Alors moi, comme je suis un peu journaliste aussi, j'avais vite récupéré le dossier de l'affaire, qui est une sorte de... alors moi, je l'avais imprimé, ça fait 370 pages de compte rendu des gardes à vue, en gros. On a les comptes rendus des experts et les comptes rendus des gardes à vue des 50 accusés. Pour des raisons qui continuent à être mystérieuses pour moi, c'est rangé n'importe comment. Je ne sais pas comment les juges s'y retrouvent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, ce serait beaucoup trop simple qu'il y ait un chapitre par accusé. Ça ne marche pas comme ça. Mais moi, j'avais fait des fiches. Tous les journalistes faisaient des fiches, des tableaux Excel où on rentrait les caractéristiques des uns et des autres pour essayer de comprendre, un peu à la recherche du dénominateur commun.
en se disant, en fait, si les 50, là, on arrive à trouver ce qu'ils ont en commun, on aura peut-être déjà une piste. Spoiler, j'ai pas trouvé. Mais, mais à un moment, quand on discutait le soir avec les journalistes après les audiences, on était devenues toutes complètement geeks et très compétentes. On connaissait tous les accusés par cœur et qui a grandi où et quel âge ses parents se sont séparés, etc. Et ça ressemblait un peu à un jeu de qui est-ce. Vous voyez ce que c'est ce jeu? Ok, donc j'ai un chapitre qui est-ce. Je suis un homme ordinaire. J'ai une femme, une mère, des filles. Je suis dans le déni. Je ne peux absolument pas dire que je suis un violeur. C'est trop lourd pour mes épaules. J'ai un camion, je fais du vélo, je suis vraiment très sympathique. Je suis un voisin extraordinaire. J'adore les chats, je suis somnophile. J'ai déjà eu une expérience libertine. Je suis naïf. Je collectionne les contenus pédopornographiques. Je suis curieux. J'ai dans mon téléphone des photos de femmes nues, en laisse, enfermées dans des cages. Je suis très serviable. Je ne sais pas dire non. J'aboie, mais je ne mords pas. Je suis très attentif au plaisir de mes partenaires. J'ai été abandonné par mon père. J'ai eu une éducation à l'ancienne. Personne ne m'a jamais dit je t'aime. Je suis un homme, mais je suis un bonhomme. Merci. Je pense que c'est le chapitre préféré de tout le monde parce qu'il y a un condensé là-dedans de choses qui vont être développées par la suite dans le roman. Ça commence par « Je suis un homme ordinaire » et ça se termine par « Je suis un homme et je suis un bonhomme ». On est déjà sur comment se construit la masculinité. Et c'est comme une silhouette de l'accusé type que là, vous avez joué à faire. Oui, c'est quasiment que des citations de choses qui ont été dites à l'audience, soit par les accusés, soit par leurs avocats, pour les présenter sous un bon jour. Et il y avait des trucs qui revenaient quasiment systématiquement. Ils étaient tous hyper naïfs. Ils étaient tous super sympas. Ils étaient tous, alors, les voisins les adoraient. Enfin, pas tous, mais une grande partie. On a beaucoup dit que c'était le procès des bons pères de famille. Et de fait, leurs compagnes, leurs enfants sont beaucoup venus témoigner pour eux. Et c'était très troublant. Enfin, évidemment que c'est aussi les moments où, en tant que spectatrice dans la salle, on est renvoyé aux questions que ça nous pose. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on ferait si c'était notre père, notre frère, notre compagnon. Est-ce qu'on viendrait témoigner, comme l'ont fait ces gens complètement de bonne foi, j'en suis sûre, en disant moi j'ai vécu 10 ans avec lui et ce que je sais de lui, c'est qu'il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on fait avec cette vérité-là de ces gens qui viennent témoigner pour leurs proches? Moi, évidemment, cette réalité-là de la banalité de ces hommes et du fait que c'était des hommes. Alors voilà, dans les citations que je mets, on voit bien à quel endroit certaines choses peuvent être ambivalentes. Quelqu'un qui dit je suis un homme super, je suis un bonhomme. Voilà, est-ce que ça, c'est pas une partie du problème? Je sais pas. Enfin voilà. Et en même temps, dès le début de cette affaire, ce que je raconte aussi dans le livre et qui est un des moments clés pour moi des raisons pour lesquelles j'ai fini par faire ce livre, c'est que le portrait du couple Pellico, Dominique et Gisèle, c'est à peu près exactement le portrait que je ferais de mes parents. Ils ont le même âge, c'est un couple qui est ensemble depuis très longtemps, et ce que Gisèle Pellico disait de son mari ressemble tout à fait à ce que ma mère dirait de mon père, ce que la fille Pellico disait de son père avant les événements, évidemment, avant la révélation, c'est tout à fait ce que je dirais de mon père, c'est-à-dire qu'on est sur des hommes qui sont pas déconstruits, mais qui sont pas dangereux, qui sont des bons pères, qui sont des bons maris, dont on peut supporter les colères ou les défauts, mais qui n'a pas de défauts. Enfin voilà, c'est ce que disait Gisèle Pellico quand on lui a demandé ce qu'elle pensait de son mari. C'est un super mec, c'est un chic type. Ah, il paraît que parfois il s'énerve. Est-ce qu'il vous aurait pas trompé? Bah oui, il m'a trompé, mais en 50 ans, qui n'a pas eu ces égarements? Et je trouvais que ce miroir-là, jusqu'à Pellico, évidemment que Dominique Pellico est l'accusé le plus perturbant, le plus impardonnable, mais lui, comme les 50 autres, il y a des gens pour venir témoigner pour lui du fait qu'il a plusieurs facettes, que c'est pas un monstre, ça n'est pas que quelqu'un c'est pas qu'un criminel.
Et ça, la persistance de cette vérité tout au long du procès faisait partie, alors à la fois des choses les plus inconfortables, mais aussi les plus intéressantes. Les endroits où on était en miroir en permanence. On ne pouvait pas mettre à la poubelle ces 50 enfin, on alterne toujours entre 50 et 51, mais parce que il y en a un qui était en fuite. Donc il y avait Pellico plus 50, dont un en fuite. Donc je dirais 50 pour le côté pratique, mais voilà, cette masse d'hommes fatalement ressembler à des gens qu'on connaît et en qui on a confiance. Et moi, mais j'imagine que vous, ça vous a fait la même chose. Enfin, voilà, on en parlera peut-être dans la discussion, mais cette affaire-là, moi, elle m'a mis dans un endroit d'inconfort et de presque paranoïaque. C'est-à-dire que si on a un problème aussi grave avec des gens qui passent inaperçus, auprès de leurs proches, auprès de leurs femmes, auprès de leurs filles, qu'est-ce qui me dit qu'on n'a pas un problème avec les gens qui m'entourent? Voilà, donc c'est cette formule effectivement de on a un problème. Je continue à me la coltiner un peu, hein, même si voilà, j'ai pas envie de vous faire paniquer. On va pas commencer à paniquer tous ensemble ce soir, mais je pense il faut arriver à regarder les choses en face. Voilà, simplement, c'était ça, c'était un effort de se dire ça sert à rien de se mettre la tête dans le sable en se disant non, mais les gens que je connais sont pas concernés. Ça, c'est un coup à se retrouver un jour au tribunal à avoir l'air un peu bête, comme ces femmes qui venaient témoigner, comme quoi leur compagnon jamais il aurait fait ça alors qu'il était filmé. Il y a également un chapitre dans le livre qui s'appelle Mes semblables. Et je cite juste un extrait. L'avalanche de malheurs, d'humiliations accumulées dans les histoires des 50 qui défilent, un par un, à la barre, je n'y étais pas préparée. J'étais prête à les mépriser. Ce n'est plus possible. Donc des hommes ordinaires, mais en même temps extraordinaires, avec des parcours. En fait, il faut aussi se dire, voilà, je pense que je suis comme tout le monde là-dessus, mais moi, je suis arrivée au tribunal au début très remontée, quoi. Vraiment avec envie de casser la gueule à des gens, quoi. Et très pour soutenir Gisèle, en me disant mais enfin, qui sont ces gens? Enfin voilà. Et, en fait, le procédure judiciaire, c'est particulier, c'est-à-dire qu'on a entendu Gisèle dès le début. Elle a eu une demi-journée pour s'exprimer et c'était voilà très bouleversant et très très intense. Ensuite, on entend quelques experts qui parlent d'elle. Bon voilà, tout le monde dit qu'elle est pas folle et que voilà. Et puis ensuite, 8 semaines d'examen des parcours des accusés par des experts et par eux, où on décortique toute leur vie. Et là, on parle plus de Gisèle Pellico, on parle de eux, leur vie. On essaye de comprendre qui ils sont, on essaye, voilà. Et parfois, on rentre dans des détails de la vie des gens qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'affaire. Juste, fatalement, on apprend à connaître ces gens. Et ces gens, comme la plupart d'entre nous, ils ont des vies qui sont pas unilatéralement sympas, faciles, confortables. Ils ont vécu des trucs, la plupart d'entre eux, mais comme la plupart d'entre nous, hein, très durs. Et en fait, quand on entend raconter ça, en plus dans un dispositif qui est très dur, la justice, c'est confortable pour personne, quoi, mais c'est pas confortable pour les accusés. C'est jugeant, fatalement. On est là, voilà, ils risquent 20 ans de prison. Enfin, c'est vertigineux quand même de se dire ça, ces gens-là qui sont assis sur le banc à côté de moi. Enfin, moi, en plus, on était vraiment tassés plus qu'on l'est là maintenant, hein. On était vraiment les uns sur les autres dans la salle. Donc, on est assis à côté de gens qui risquent 20 ans de leur vie en prison. Donc, on peut imaginer la panique dans laquelle ils sont, eux. Et certains qui n'ont pas l'habitude de prendre la parole en public, qui n'ont pas l'habitude, voilà, certains qui parlent pas très bien français, qui pour plein de raisons sont très mal à l'aise d'être là, ils sont pas bons à se défendre. Et ça, au bout d'un moment, on a beau être très en colère contre eux, ça crée de l'empathie. Ça crée, il y a pas de mépris possible. Il peut y avoir des endroits de colère, il peut y avoir des endroits de plein de choses, mais très vite, en fait. Par ailleurs, ce que je raconte, c'est que le procès était à Avignon. Avignon, c'est une petite ville, en plus hors saison, et il y avait en gros un seul endroit pour déjeuner le midi, donc on déjeunait ensemble. Enfin, ensemble, pas ensemble, mais en fait, quand il y a une brasserie et que la table d'à côté, c'est les accusés, on entend leurs conversations, on fait la queue ensemble pour aller aux toilettes, on va à la machine à café ensemble, enfin voilà. Et ça crée pas des liens. Moi, je suis pas devenue copine avec les accusés du tout. Mais par contre, je peux pas les regarder comme avec autant de distance que j'aurais pu le faire si j'avais pas été assise à côté d'eux toutes ces heures. Et si je les avais pas vus se faire aussi quand même humilier par la justice, par leurs propres avocats aussi, parfois d'ailleurs, qui étaient atroces avec eux.
et les voir aussi être incapables de faire comprendre à certains moments que eux aussi ils avaient vécu des trucs horribles, et ça n'excuse en rien ce qu'ils ont fait à Gisèle Pellicot, mais par contre moi je peux pas écouter quelqu'un raconter une enfance atroce sans me dire bon bah là malheureusement lui il a pas eu justice pour ce qui lui est arrivé en tant qu'enfant, et c'est pas le lieu là de ce procès, mais par contre ce que j'en parle beaucoup et ça a été beaucoup relayé pendant le procès. Il y a une quinzaine d'accusés sur les 50 qui ont parlé, ou en tout cas les psychiatres ont parlé pour eux, des violences sexuelles qu'ils avaient subies quand ils étaient enfants. Et il y en a un qui avait eu un procès pour ça. Et avoir un procès, ça suffit pas à réparer les choses, mais bon, c'est déjà mieux que rien. Ça veut dire 14 qui ont grandi dans le déni, abandonnés, voilà, avec ensuite des séquelles évidemment irréparables toute leur vie. Et donc, ok, on est là pour les juger sur des viols qu'ils ont commis et qui sont gravissimes et sur lesquels parfois ils étaient d'une désinvolture et d'une méchanceté impardonnable. Mais on peut pas, voilà, on peut pas dissocier. C'est aussi d'anciennes victimes. C'est aussi des gens qui ont vécu des choses qui sont irréparables. Et donc, ce que je dis en plus, c'est que en tant que spectatrice, mais du coup en tant que citoyenne, quoi, on peut pas s'empêcher, on peut pas faire l'économie de la réflexion de notre responsabilité collective aussi dans ces questions d'enfance martyre. Donc voilà, on était traversés par ça, je pense, nous qui écoutions, et ça a créé un endroit, bon, moi j'ai l'impression d'avoir abandonné le côté très en colère assez vite. Et ensuite, j'étais vraiment, alors souvent très triste, en fait, un truc vraiment très découragé. Et puis de temps en temps, quand même un peu plus optimiste, parce que je me disais, en fait, c'est passionnant. On comprend des choses sur les mécanismes. On comprend un peu ce qui fait qu'on en arrive à faire ça. Donc à partir du moment où on comprend, on va peut-être pouvoir s'en sortir, ou en tout cas progresser un peu, quoi. Vous le dites, un des points communs entre tous ces accusés, c'est quand même majoritairement le déni, et notamment le déni du viol. C'est choquant, mais ils ne reconnaissent pas le viol. Et il y a un passage que je trouve assez marquant également dans le livre. Je ne sais pas si vous voulez le lire ou si... Il s'agit du chapitre... je ne sais plus. Les dizaines d'accusés qui se succèdent en s'enfonçant dans le déni semblent comme prisonniers d'une forme de pensée magique qui a la force d'un mensonge d'enfant. Si je dis que ça n'existe pas, ça n'existe pas. Et pourtant, ils doivent bien sentir que cette stratégie risque de se retourner contre eux. Cédric, l'un des accusés les plus déconcertants, un ancien disquaire, véritable moulin à paroles, extrêmement disert quand il s'agit de parler de lui-même, tant il se sait pervers, tant il se trouve terrible, est l'un de ceux qui ont le mieux décortiqué la logique retorse de cette confusion des langues. Cédric a violé Gisèle, il en convient. Il reconnaît presque l'intégralité de ce qu'on lui reproche. La seule chose qu'il fait tiquer, c'est qu'une de ses ex-compagnes raconte qu'il l'a demandé en mariage. Étonnante manie de ne se défendre que sur les choses hors sujet. À part ça, lui, il n'a pas peur des termes. Il se vautre dedans même, il s'en repaît, comme Pellicot, avec qui ils échangent des politesses pour savoir qui est le maître et qui est le disciple. Les chiens ne font pas les chats, entre pervers on se reconnaît, disent-ils. Et il clame en chœur, nous sommes des violeurs, c'est terrible. Mais Cédric est aussi une victime. Il en parle tout aussi librement. Quand il était adolescent, il a été initié à la sexualité, c'est ce qu'il dit, par son oncle. Il se souvient bien qu'il n'était pas volontaire, et il sait comment ça s'appelle. Mais là, au moment de dire le mot, Cédric recule. Lui, ce qu'il a vécu, c'est pas un viol. Il peut refuser de le dire quand il s'agit de son propre trauma, n'est-ce pas? Ça ne laisse personne. D'ailleurs, il le répète, au cas où il y aurait une ambiguïté, ça n'enlève rien au fait qu'il a violé Gisèle et que c'est terrible. Il donne le mot-clé à Gisèle, puisqu'apparemment elle y tient et que c'est ce qu'on attend de lui, mais il se garde quand même le droit de dire qu'il y a viol et viol. Ce qu'il a vécu, lui, c'est différent. Et c'est différent pourquoi? Parce qu'il y a pris du plaisir. Et voilà bouclée la boucle de l'aveu. L'aveu est toujours prêt à se retourner comme un gant pour servir à invisibiliser le viol. Si c'est la victime qui décide de ce qui est grave ou pas, alors Gisèle aussi, elle a le choix. Elle a choisi de porter plainte, elle a choisi d'être traumatisée, et Grand Prince, Cédric, contrairement à d'autres, lui reconnaît ce droit. Beau joueur, il prend sa peine et il ne fera pas appel.
mais reste planant dans l'air ce fantôme de réel qui aurait pu exister. J'arrête là. Ouais. Moi, je le trouve assez marquant, ce passage, avec cet accusé-là. Mais c'est là où, en fait, c'est vrai qu'on passe des étapes. Moi, j'avais l'impression qu'il y avait des gradations dans la complexité de la pensée et de cette question-là. Voilà, au début du procès, on commence par demander aux accusés, les 50, les uns après les autres, est-ce que vous reconnaissez les faits? Et on en a 35 qui disent non. Alors qu'il y a tellement de preuves que ça paraît pas très jouable. Mais ils disent non. Alors, et ensuite, on passe tout le procès à essayer de comprendre ce qu'ils veulent dire par là. Parce que, en fait, la plupart d'entre eux ne disent pas que c'est pas eux sur la vidéo. Donc, là, on est quand même d'accord sur un endroit du réel. Par contre, ça n'a rien à voir avec un viol, pour plein de raisons. Et alors là, pour le coup, c'est très créatif. Mais la plupart, ils disent parce que je suis un bon gars, parce que je suis un mec gentil et que je ne suis pas un violeur. Ou alors parce que j'avais pas l'intention de violer, j'avais pas pensé à ça, j'avais pas dit ce mot dans ma tête, donc c'est pas ça que j'ai fait. Après que ça soit ça le résultat, c'est un autre problème. Mais ils essayent de dissocier comme ça. Et on voit bien ce que je dis, ce truc de pensée magique aussi, de vraiment d'immaturité, je pense, qu'on voit chez les enfants. C'est-à-dire même devant l'évidence de quelque chose, ils sont capables de dire que c'est pas eux, parce qu'avec un peu de chance, ça passe. Et ça, normalement, en grandissant, on arrête de faire ça. Mais là, eux, pour une raison ou pour une autre, ils sont bloqués à cet endroit-là. Et en plus, ils sont bloqués, c'est impossible de les faire bouger. Et aussi, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à pourquoi ils n'y arrivent pas. Parce que le dispositif de la justice est vraiment dur et que c'est pas le bon endroit pour faire un travail sur soi-même. Donc voilà, encore une fois, ces gens risquent 20 ans de prison, donc ils sont en panique. Ils sont pas un endroit de réflexion. Ils essayent de sauver leur peau. Et par ailleurs, ils ont des avocats qui leur disent t'as qu'à dire que t'as rien fait. Avec un peu de chance, tu t'en sors. Sauf que ça, on voit bien que ça énerve tout le monde. Alors en plus, ils étaient prisonniers dans une atmosphère quand même globale. Je le rappelle, mais vous vous en souvenez certainement, c'est un des procès qui a été le plus couvert médiatiquement de l'histoire de la justice française, mais aussi mondiale. Il y avait des centaines de journalistes dans la salle, en dehors de la salle. Il y avait du public, des manifestations quotidiennes pendant les 4 mois de procès devant le tribunal. Donc on les met dans une position où ils sont sur la défensive maximale. Donc ils sont pas du tout à un endroit de réflexion. Et on peut se dire, la plupart, ils ont passé au moins 1 an en prison avant d'arriver au procès. Ils ont tous eu 4 ans de réflexion. C'est-à-dire ils ont été arrêtés 4 ans avant. Ils ont tous passé au moins 1 an et certains ont passé les 4 ans en prison en attendant le procès. Donc on pourrait se dire ils ont eu le temps de réfléchir avant. Mais en vrai, ceux qui sont en prison, les psys qui voient en prison, en gros, ne servent que à leur faire survivre à la prison. Ce qu'on appelle le choc carcéral, c'est vraiment une dépression mais très grave, quoi, que subissent quasi l'intégralité des gens qui sont incarcérés. Et donc les premières séances de psy qui voient en prison leur servent simplement à débriefer ce que c'est d'être en prison. Donc ils sont pas du tout à un endroit de se remettre en question sur leur construction, de leur masculinité. Et puis bon voilà, j'ai peut-être sans doute pas besoin de vous expliquer que la prison n'est pas un bon endroit pour réfléchir et déconstruire sa masculinité. S'il y a bien un lieu de masculinité toxique, c'est la prison. Donc ils arrivent au procès, ils ont juste tellement peur de retourner en prison ou d'y rester pour ceux qui y sont qu'ils pourraient raconter n'importe quoi. Et donc nous, on a affaire à ça. On a affaire à des gens dont on a l'impression qu'on est plus capable de réfléchir à leur propre situation que eux-mêmes. Et c'est tout le problème. Voilà, il y a une sorte de niveau. Et où eux, alors que c'est eux dont on a besoin qu'ils comprennent ce qu'ils ont fait et qu'ils y réfléchissent, eux sont dans l'incapacité de réfléchir. Et alors voilà, moi ça me faisait... J'ai lu beaucoup de choses sur le droit. Moi je suis incompétente complètement en droit pénal. Je suis arrivée au procès vraiment très très naïve. Mais il se trouve que dans le droit français, il n'y a pas de prime à la reconnaissance. Le fait de reconnaître ce qu'on a fait n'est pas retenu en faveur. Et inversement, le fait de nier, même jusqu'à l'absurde, n'est pas retenu contre eux. Et ça, je pense que c'est un truc sur lequel on devrait quand même pouvoir réfléchir parce que il y a une avocate qui s'appelle Laure Hennick qui a écrit un bouquin là-dessus que je trouve très convaincante,
Parce que qu'est-ce qui répare les victimes? Enfin, si quelque chose peut le faire, c'est quand même que des mots puissent être posés. Un semblant d'explication. Gisèle Pellicot n'a pas arrêté de dire ça. Elle disait, moi j'ai besoin de comprendre et éventuellement qu'ils s'excusent. Mais en fait, les excuses, elles sont inacceptables. C'est pas la question. Mais en tout cas, qu'ils essayent, qu'ils fassent un geste vers elle. Et donc, le plus violent dans l'affaire, c'est qu'ils s'enferment à dire qu'ils ont rien fait et que c'est pas leur faute et que c'est pas leur problème. Et à la limite, ça lui aurait fait beaucoup plus de bien que les gens reconnaissent plutôt qu'ils aillent en prison. C'est-à-dire que si c'était ça l'enjeu, il aurait mieux valu leur donner 2 ans de prison de moins et qu'ils puissent voilà, faire un travail et dire quelque chose qui soit un peu réparateur dans cette affaire. Enfin, en tout cas, je trouve que la question de l'importance de la parole en tant que réparation des victimes, elle n'était pas du tout prise en compte. Elle n'est pas prise en compte dans notre droit. On fait comme si le procès, ça va être un mauvais moment à passer. En gros, pour les victimes, de toute manière, le procès, ça va être l'enfer. Donc, c'est dit, les avocats le disent aux victimes, désolé, vous allez passer un sale quart d'heure parce que c'est comme ça les procès. Et ensuite, on est censé se réparer si on a obtenu gain de cause. Alors qu'en fait, on voit bien que ce qu'on appelle les traumatismes vicariants, le procès en lui-même, est un deuxième traumatisme parce que ça se passe tellement mal, parce qu'il n'y a tellement pas de sentiment de compréhension et d'arriver à faire bouger un peu les lignes, que ça, c'est presque le pire. Voilà, après, je trouve que dans ce procès-là, il y a eu une telle réflexion globale de la société qu'on a un peu l'impression quand même d'avoir progressé par ailleurs. Mais pour les accusés eux-mêmes, c'est vraiment difficile à dire. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a peut-être 2 ou 3 qui avaient vraiment réussi à faire un travail sur eux-mêmes dans les 4 ans de l'instruction et au procès. C'est rien sur 50. Et pourquoi on s'est retrouvé avec 35 qui étaient incapables de dire ok, j'ai fait ça, c'est horrible, je m'en rends compte, je suis désolée. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et voilà, j'ai l'impression qu'on a une marge de progression là-dessus et on va pas dans ce sens-là. On voit bien que pour essayer de consoler les victimes ou de faire en sorte que les femmes aient moins peur dans la société, on propose d'aggraver les peines tout le temps. Mais c'est pas ça. Enfin, j'ai vraiment l'impression que là, on va dans une mauvaise direction. Il faut qu'on arrive à réfléchir autrement. Merci. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites qui sont justes et il y a un truc sur lequel je serais pas. C'est comme dans un film, ça c'est sûr. Ils sont tous en train d'imiter des films porno qu'ils ont vus, ça c'est une évidence, et c'est pour ça qu'ils se filment en plus. Enfin voilà, là il y a un truc. Alors je dis pas que c'est la faute du porno, hein, moi je pense même pas ça, mais en tout cas ce qui est évident, c'est que ce qu'ils font, c'est reproduire des trucs qu'ils ont vus dans des films. Et que, alors la question de, il reproduit quelque chose qu'il a vu ou qu'il a subi enfant, ça paraît évident aussi. C'est-à-dire quand il raconte Pellicot ses différents traumatismes d'enfance, alors il a été violé à l'hôpital quand il était petit, à 9 ans, mais surtout il a vu son père violer sa mère. Et ça, c'est des images telles qu'il les décrit, qui sont effectivement, bon alors à l'évidence extrêmement traumatisantes pour un enfant. Et en plus, alors voilà, lui, il a une façon d'en parler qui est extrêmement gênante. Hein, mais enfin, je pense vraiment Pellicot, on est sur un cas psychiatriquement très très retors. Hein, donc je suis pas psychiatre, je vous répète juste ce qu'il nous expliquait, que lui, il a vu sa mère être violée par son père de façon extrêmement violente, consciente. Et que lui, hanté par ces images-là, par ce fantasme-là, il a voulu reproduire, mais il voulait pas le reproduire violemment et que c'est pour ça qu'il a drogué sa femme, pour éviter la violence. Ok, ça c'est ce que lui dit. Je vous demande pas du tout de trouver que c'est convaincant, mais c'est son raisonnement et il en démord pas. Vraiment, jusqu'au bout, lui, il dit qu'il aime sa femme et que ce qu'il a voulu faire, c'est lui éviter la violence. Et on dirait qu'il arrive même pas à voir comment il aurait pu faire autrement. Par exemple, ne pas la violer. Mais ça, c'est hors champ pour lui. Il n'arrive pas à penser ça. Bon. Moi, j'ai l'impression que Pellicot, pour les raisons que je viens de vous dire, c'est-à-dire moi, je suis pas psychiatre, et alors là, on est sur un niveau de
d'accumulation, de trauma, de perversion, de vraiment quelqu'un qui dysfonctionne au dernier degré. Pour moi, c'est presque celui qui m'intéresse le moins. Parce que là, on est dans la proportion de la population. Bah voilà, il y a des fous, quoi. Il y a des gens. Et c'est pas le cas des 50 autres. Les 50 autres. Et alors là où vous dites c'est un gourou, là où on est embêté avec cette théorie, qui était la théorie de la défense. La plupart des accusés disaient ça. Ils disaient, moi j'ai été très impressionné. Voilà, c'est lui qui est le grand penseur de cette affaire, et nous on a juste été des pions. Il nous a utilisés. Et je pense qu'il faut arriver à faire c'est les deux choses en même temps. C'est-à-dire, c'est vrai que Pellico a manigancé tout ça, a manipulé ces gens, les a utilisés comme des pions, les a considérés comme des objets. C'est tout à fait vrai. Mais par contre, eux, ils n'ont pas eu le temps d'être sous l'emprise d'un gourou. Ils ont répondu à une annonce sur Coco qui était en général en 3 messages. Il y en a qui n'avaient aucune info. Ils avaient juste l'adresse. Ils n'ont rien demandé, donc ils se sont instrumentalisés tout seuls. Enfin, je veux dire, ils sont partis de chez eux tout seuls pour aller répondre à cette proposition, alors qui était formulée peut-être de façon très vague, ça c'est possible, enfin c'est vrai sans doute pour certains. Ils n'avaient pas toutes les infos. Mais n'empêche, ils se sont connectés eux tout seuls sur leur ordinateur pour parler avec n'importe qui sur Coco. Un mec leur a proposé: tiens, tu veux venir à la maison, il y a ma femme qui est disponible. Ils prennent leur voiture, ils y vont, ils arrivent sur place, ils se rendent bien compte qu'elle est inconsciente. Enfin, je veux dire, moi j'ai vu les vidéos et c'est impossible de se raconter autre chose que ça. Et ils y vont quand même. Et Dominique Pellico a 70 ans. La plupart des accusés ont moitié de son âge. Il n'est pas du tout en mesure de faire des menaces à qui que ce soit. Il est physiquement pas du tout, je sais pas comment dire, menaçant. Donc, pareil, on le voit sur les vidéos, donc les accusés qui nous disaient moi j'étais sous son emprise, t'es là non, t'es pas sous son emprise, il te parle, en plus il chuchote parce qu'il veut pas la réveiller. Il y a toute une mise en scène comme ça qui est très feutrée. Donc le fait que c'est un gourou, bah oui et non, en fait ils se sont tellement peu parlé. Vous savez, les phénomènes d'emprise, ça met du temps à se mettre en place. Enfin, voilà, dans une secte, les gens, ou dans une secte ou dans n'importe quelle entreprise criminelle dans laquelle il y a une personne dominante et qui manipule les autres, ça se fait pas en 1 minute. Souvent, les accusés, ils sont restés en tout et pour tout 10 minutes, 15 minutes sur place. Ils n'ont même pas eu le temps de parler, ils ont eu le temps de rien du tout. Ils sont rentrés, ils ont violé Gisèle, ils sont repartis. Il n'y a pas de... Vous voyez, c'est les deux choses en même temps. C'est-à-dire que oui, Pellico, c'est ça, sa psychopathie. Mais par contre, les 50, ils ont eu leur libre arbitre tout le long de ça. Et la question qu'il faut qu'on arrive à se poser, c'est que pourquoi il n'y en a aucun qui s'est dit ça m'intéresse pas, ou voire c'est vraiment c'est criminel ce que je suis en train de faire, je fais demi-tour. Ils pouvaient le faire. Enfin, je veux dire, mais même la porte n'était pas fermée. Enfin, il y avait absolument aucune raison pour laquelle ils n'ont pas fait demi-tour, si ce n'est, c'est ce que j'essaye d'expliquer dans le bouquin. Alors voilà, j'ai beaucoup cité effectivement, il y a cette sociologue turque, Pinar Selek, qui est vraiment qui a écrit un tout petit livre sur le service militaire, qui est génial. Ça s'appelle Le chaudron militaire turc. Alors ça parle du service militaire en Turquie, mais ça pourrait être aussi bien ici. Et elle dit que le service militaire, c'est l'apprentissage de l'exercice de la violence en réunion, entre hommes. Et je trouve que cette formule, elle est très bien et elle parle exactement de ce dont on se parle là, c'est-à-dire quelles sont les raisons pour lesquelles des hommes jeunes, bien portants, avec un cerveau, décident d'abdiquer leur libre arbitre, comme on le fait à l'entrée des services militaires. Pénard raconte que à l'entrée des casernes en Turquie, il y a marqué ici la raison s'arrête. Mais voilà, c'est cet apprentissage de l'obéissance, mais de l'obéissance qui n'est pas sur la base d'aucune menace et de rien de rationnel. C'est simplement on décide qu'on n'a plus notre libre arbitre et qu'on va faire ce que l'autre nous dit. Et pourquoi ces hommes-là, là dans l'histoire du procès Pellico, fantasment là-dessus? Ils viennent chercher ça, ils viennent se mettre dans cette position-là. Ils ont envie de ne plus avoir de responsabilité, de pouvoir faire ce qu'ils veulent via la volonté de quelqu'un d'autre. C'est très bizarre quand même, enfin, ça interroge. Alors c'est vrai que pour certains, ça renvoie à leur passé de victime, à l'évidence, mais pas tous. Pas tous, parce que comme je disais, il y en a 15 qui ont subi des choses dans leur enfance, ça en laisse 35 pour lesquels c'est pas ça, le schéma. Je pense que c'est un truc de sociabilité aussi entre hommes là qu'il faut qu'on arrive à réfléchir. Quelle est la dynamique des groupes d'hommes dans laquelle il y a effectivement, là, tout le monde peut identifier que Pellico, c'est le plus âgé, c'est lui qui a organisé, c'est lui qui met à disposition sa femme, donc c'est lui qui est en position de pouvoir dans cette affaire, mais c'est un pouvoir très relatif. C'est un pouvoir auquel n'importe qui aurait pu résister, mais il ne voulait pas résister à ça. Il n'était pas... vous voyez ce que je veux dire? C'est une emprise très très volontaire.
Je sais pas trop ce que vous voulez dire par là, parce que prostitution, oui, mais prostitution, ça voudrait dire qu'ils en tirent un bénéfice autre que pour eux. Enfin, je veux dire, là, c'était pas le cas, hein, personne n'a payé personne. Ah, ils étaient payés 0? Personne n'était payé? Non, non. Non, c'est pas ça. Je sais pas ce que ça changerait à l'histoire s'ils avaient payé ou s'ils avaient été payés, c'est une bonne question, mais là, en tout cas, il n'y a eu jamais aucun argent disque. Non. Alors, ça, c'est une très bonne question. Non, c'est sûr que ça s'est pas arrêté à 50. Il y en a au moins 70. En fait, non, il y en a 83, dit la juge d'instruction. Il y a probablement 83, au moins 72. C'est-à-dire, il y a 72 visages qu'on voit sur les vidéos. Et sur ces 72, ils en ont identifié 52. Il y en a un qui est mort, il y en a un qui s'est enfui. Mais donc, il y en a 20 qui sont encore dans la nature et dont les visages sont dans les commissariats. Si jamais un jour, peut-être, on en trouvera, on en attrapera. Et probablement, sur des bouts de vidéo, elle estime qu'il y en a une bonne dizaine de plus, mais dont on ne voit pas le visage. Donc là, mais on voit parfois un bout de tatouage, on voit un truc qui pourrait peut-être un jour les faire identifier, mais bon, c'est pas sûr. Donc il y a ça, et puis alors il y a la possibilité vertigineuse, mais à mon avis évidente, qu'il y a plein de viols qui n'ont pas été filmés. Là, on parle que des choses qui sont sur les vidéos. Donc non, il y en a beaucoup plus, c'est sûr. J'aimerais, avant de laisser la parole, bien entendu, à qui la veut, qu'on parle aussi de quelque chose que j'ai trouvé assez marquant dans votre texte, c'est la place des avocats. On va revenir sur les plaidoiries qui ont quand même, comme il y a 50 accusés, 41 avocats, si j'ai bien tout compris, les plaidoiries vont durer 15 jours. Donc c'est une épreuve pour tout le monde. Et à quel point finalement on a des hommes ordinaires qui ont commis des viols, mais à quel point les avocats se révèlent aussi des hommes ordinaires dans ce sexisme très banal. Ouais, c'est presque déprimant de le dire comme ça parce qu'en vrai c'était choquant. Je sais pas. Moi je m'attendais pas à ça et les plaidoiries. Bon, alors après voilà, ça pose plein de questions. Ce matin, là, dans le train en venant, j'ai une avocate que j'ai rencontrée pendant les vacances qui venait de lire le livre et dont j'attendais le retour avec un peu d'angoisse parce que c'est vrai que je suis pas tendre avec les avocats et c'est vrai que je les juge parce que j'ai trouvé ça mais vraiment indigne la façon dont ils ont défendu leurs clients. Pour la plupart d'entre eux, il y avait quelques avocats qui étaient bien, mais bon, la plupart c'était alors c'est une mission difficile, j'entends bien. C'est-à-dire que je suis complètement d'accord qu'ils ont le droit à une défense et que c'est très intéressant d'arriver à défendre, réfléchir à comment est-ce qu'on plaide la cause de gens qui ont commis des crimes. Donc à partir du moment où on part du principe qu'ils les ont commis, parce que là ça me paraissait pas une bonne idée de partir du principe qu'ils les avaient pas commis, mais bon, s'ils partaient du principe qu'ils les avaient commis, qu'est-ce qu'on a à dire en leur faveur? Et on doit avoir quelque chose à dire en leur faveur. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un défilé d'avocats, tous plus caricaturaux les uns que les autres, qui ne s'intéressaient pas une seule seconde à leurs clients, même qui étaient extrêmement méprisants pour eux. Et leur argument, c'était « mais regardez-le, il est débile, vous voyez bien que c'est pas sa faute ». Et ça me semblait vraiment, enfin d'abord c'était assez scandaleux et en plus contre-productif, et en plus vraiment, enfin je veux dire, on était tous en train de devenir de plus en plus débiles à les écouter. Parce que vraiment, c'était pas ça. Et je raconte qu'à un moment, en sortant d'une plaidoirie, Gisèle, j'étais avec on était 2-3 journalistes en train d'être affalés sur notre banc, à n'en plus pouvoir, on était au bout de notre vie, et elle s'arrête et elle nous dit mais même nous, on aurait mieux fait pour défendre ce client que son avocat. Et je lui disais, c'est dingue, même Gisèle Pellicot, elle est en train de se dire la même chose que nous, les journalistes, c'est-à-dire, c'est vrai, moi aussi, il y a plein de clients, franchement, j'aurais été une bien meilleure avocate parce que j'avais des trucs à dire en leur faveur. Pas qu'ils n'avaient pas violé Gisèle Pellicot, mais j'avais plein de trucs à dire en leur faveur. Et plein d'espoir que ces gens-là étaient capables de ne pas recommencer. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est ce qu'on demanderait d'autres. Mais là, c'était pas ça. Là, je pense qu'en plus, le côté très médiatique a aggravé le problème ou révélé le problème qu'on a plein d'avocats qui sont dans des délires narcissiques complets. Et donc, on leur donne un micro, une audience. Et alors, en plus, ça c'est pire que maintenant. Le tribunal, on n'a pas le droit de couper la parole. Ils peuvent parler autant qu'ils veulent. Ils peuvent raconter n'importe quoi. Il n'y a pas de hors-sujet. Il n'y a pas d'outrance. Enfin, avant qu'un avocat soit coupé par le juge, il faut vraiment qu'ils disent des trucs complètement hors la loi. Mais normalement, la plaidoirie de la défense est libre et non interrompue dans le temps. Donc s'ils veulent parler pendant 2 heures sans notes, en racontant tout ce qui leur passe par la tête, ils peuvent le faire. Et il y en a qui se permettent de le faire.
Mais alors c'était CNews, quoi. Enfin, pardon pour les gens qui regardent CNews peut-être, mais c'était vraiment, ils racontaient n'importe quoi. Et on était vraiment sur, oui, les féministes qui sont en train de manifester devant le tribunal, elles feraient mieux d'aller en Afghanistan ou en Iran, où il y a des vrais problèmes, alors que nous, en France, on n'a pas de problème parce qu'il y a une journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Et que d'ailleurs, ma fille est née le jour de la violence de cette journée. On a eu ça, un avocat qui nous disait ça. Ma fille est née le jour de la lutte contre les violences faites aux femmes, donc c'est bien la preuve qu'il n'y a pas de problème avec les violences faites aux femmes en France. Et on était là, genre, ok, c'est super. Enfin, mais c'est vraiment. Enfin, par ailleurs, il y a des moments où voilà, on rigolait parce qu'on n'en pouvait plus. Il y a des moments comiques dans le livre, Ouais, vraiment, non, sur ces moments grotesques, sur ces métaphores, mais plus nulles les unes ouais, que on les n'en autres. pouvait plus les métaphores. Je vous assure, il y a des passages comiques. C'est que l'absurde, c'est assez drôle. Et que, bon, par ailleurs, moi, j'ai été à l'école de l'humour noir et j'essaye un peu de sortir du marasme comme ça. Mais aussi, il y a un truc c'est une façon de reprendre un peu de maîtrise aussi, d'être capable de rire de ça. Et je raconte la fois où on a vu Gisèle prendre un fou rire et où je me suis dit, c'est bon, elle est sauvée. Parce qu'elle n'était pas sur le même banc que nous. Nous, on était les journalistes, on était les 3 bancs au fond de la salle. Et elle était assise sur le mur du côté, quoi. Donc on la voyait, on était vraiment quasiment. On était en vis-à-vis avec elle, mais il y avait une dizaine de rangs devant nous, enfin entre elle et nous, d'accusés et d'avocats. Et elle était face à son mari qui était de l'autre côté de la salle. Donc c'était vraiment, elle était très isolée, quoi. Enfin, faut imaginer, je sais pas combien vous êtes là, ça doit être à peu près ça le rapport, quoi. La masse des gens, elle toute seule avec ses 2 avocats, Pellico avec son avocate en face, et nous, les 3 rangs du fond, qui étions à peu près de son côté quand même. Globalement, les journalistes, tout le monde était là en solidarité avec elle, enfin, à minima en empathie. Mais on la regardait et on se demandait comment elle survivait à ça, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment, même pour nous, c'était hyper dur. Mais elle, enfin voilà, on a du mal à imaginer. Elle va publier un bouquin bientôt. J'espère que peut-être on en saura plus et j'espère qu'elle va bien. Mais bon, voilà, fatalement, on se disait, je ne sais pas à quel point on doit être détruite d'avoir vécu ça et de subir le procès qu'on est en train de subir. Et une fois, il y a un accusé qui racontait mais n'importe quoi, mais il était vraiment mais complètement dans le décor. Mais au point que, enfin, il racontait que, et alors lui, il était infirmier anesthésiste. Donc c'est vrai que lui, on l'attendait un peu au tournant parce qu'on se disait bon, comment t'as pu ne pas te rendre compte qu'elle était inconsciente. Enfin, c'est vraiment ton boulot, quoi. Et donc il nous expliquait qu'en fait non, pas du tout. Et puis en fait, il avait pas son matériel médical avec lui, donc il pouvait pas savoir si elle était vraiment inconsciente. Alors t'es là, ok. Que par ailleurs, il avait très peur de Pellico, donc pareil, alors lui, il avait 40 piges, Pellico 70. Et lui, enfin voilà, je veux dire, je sais pas à quel moment tu as très peur de Pellico. Par ailleurs, sur la vidéo, Pellico était absolument inoffensif, quoi. Enfin, avec lui, en tout cas. Et, et donc, il nous explique que il a quand même, comme il avait très peur de Pellico, il s'est rendu compte tout de suite que Pellico était un grand psychopathe. Il savait pas si elle était morte ou pas, parce qu'il n'avait pas son matériel médical pour le voir. Donc, enfin, pardon, bouchez-vous les oreilles si vous n'avez pas entendu entendre ce que je vais dire, mais il lui a léché les doigts de pied pour essayer de la réveiller. Et là, on était vraiment en train de se dire, non mais tu te moques de nous, à quel stade, quoi. Et puis ensuite, il développait là-dessus, en disant, j'ai essayé de faire des trucs pour essayer de la réveiller, mais bon, ça marchait pas. Et là, on voit Gisèle qui commence à prendre un fou rire toute seule sur son banc. Et vraiment, je pense que c'est le moment, ça a levié un truc dans le procès. On s'est dit, bon, ça va aller, on va s'en sortir. Et puis ça nous a autorisé aussi un peu à se dire, il faut qu'on arrive à reprendre un peu de maîtrise. Il ne faut pas se laisser accabler seulement, quoi. C'est très accablant, évidemment, mais c'est aussi, voilà, il faut arriver à remettre les choses à cet endroit. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui est dérisoire dans la cruauté, dans le malheur. Enfin, c'est Beckett qui disait, il n'y a rien de plus comique que le tragique, mais on est à cet endroit-là. C'est-à-dire que c'est atroce, on est en train de se parler d'actes tellement graves, etc. Et en même temps, il y a un côté vraiment médiocre, grotesque et clownesque de ça. Enfin, oui, je cite Hannah Arendt aussi, elle dit que quand elle a vu Eichmann, enfin voilà, on se parle de grand criminel s'il en est, et qu'elle l'a trouvé non seulement minable, mais comique. Elle dit, mais enfin, voilà, c'était difficile de ne pas voir que c'était un clown. Et voilà, ça nous fait pas tellement du bien de se dire ça, mais il faut arriver à laisser les gens où ils sont. C'est pas des grands monstres au sens qui nous dépasserait tellement. C'est aussi la médiocrité humaine qui produit ça. Voilà. Vous parlez aussi des experts et des experts qui sont dépassés.
Et je cite un passage du livre. Je m'interroge encore sur les raisons pour lesquelles les avocats des parties civiles n'ont pas profité, comme Gisèle Halimi en son temps, de ce dossier exemplaire pour convier à la barre les dizaines de sociologues, anthropologues, philosophes, juristes, écrivaines et féministes dont les tribunes s'accumulent quasi quotidiennement dans la presse. Et moi, je devenais dingue. C'est-à-dire qu'en fait, on avait les avocats ont tous la possibilité de convoquer des experts. Les experts qui sont obligatoires dans le procès, c'est ce qu'on appelle les enquêtes de personnalité. Souvent, c'est des journalistes ou des psychologues qui appellent l'entourage de l'accusé pour essayer de reconstituer son parcours de vie. Donc, en général, ils appellent les parents, les frères, les sœurs, etc. Et puis les collègues de travail, l'épouse s'il y en a, les enfants, pour essayer de faire le portrait de l'accusé. Et puis ensuite, il y a un psychologue et un psychiatre. Donc avec ça, on a des éléments d'expertise, mais les avocats, et notamment les avocats de Gisèle, auraient pu demander à des gens qui étaient spécialistes des violences sexuelles, il y avait 10 angles possibles dans ce procès pour éclairer la dimension systémique. Parce que vous voyez bien que là, quand on aborde le truc accusé par accusé, quand bien même l'accumulation finit par nous donner une vision d'ensemble, mais on n'a pas la vision d'ensemble. On dirait que c'est que des accidents individuels. Et de fait, ils sont tous venus un par un. Violer Gisèle, ils n'ont pas agi à 50. Donc ils n'ont pas de discours collectif à produire eux, quand bien même nous, en tant que société, on a envie de comprendre comment c'est possible que ça arrive à 50. Parce que si c'était que 1, on n'aurait pas du tout le même genre de réflexion, on n'aurait pas le même problème. Mais là, le fait que ça soit systémique, à l'évidence, puisque ça concerne tant de gens dans un périmètre aussi petit, ça manquait. On n'arrivait pas à dépasser ce côté très individuel, très psy, très allons chercher dans le parcours de chacun ce qui peut expliquer. Alors qu'on aurait eu besoin d'avoir des gens qui nous parlent de la sociabilité entre hommes, l'éducation, la sexualité. Enfin, il y avait 10 angles possibles. Et il se trouve que les spécialistes de ces sujets étaient dans le public. Et donc moi j'ai lu les livres de la plupart de ces gens et donc j'avais l'impression, mais c'était très bien fréquenté de ce point de vue-là, le procès Mazan, les bancs du public et des journalistes, on avait très régulièrement les grandes spécialistes de ces questions qui venaient écouter les audiences, mais qui n'ont pas été appelés à témoigner, qui n'ont pas été appelés à faire part de leurs travaux. Donc tu avais des nanas qui ont travaillé 10 ans, 20 ans, 30 ans sur ces sujets, assis sur les bancs, obligés de se taire, et puis on avait des experts, donc les psychiatres notamment, pardon pour les psychiatres s'il y en a dans la salle, mais enfin, faut dire aussi les conditions de travail des expertises psychiatriques judiciaires. Ils doivent produire un rapport sur l'accusé sur la base d'entretiens qu'ils font en prison pendant 1 heure ou 2, plusieurs années avant le procès. Donc, je ne sais pas comment vous dire à quel point ça a peu de chance d'être pertinent, quoi. Donc les accusés sont en prison, ils sont en plein choc carcéral, ils sont sur la défensive évidemment, ils ont sans doute la plupart d'entre eux jamais vu de psy dans leur vie. Donc 1 heure de discussion, 2 heures de discussion avec un psy, ils disent un peu, ils disent ce qu'ils peuvent dire, mais c'est pas le temps de comprendre quelqu'un. Et en plus pas quelqu'un qui a un parcours un peu complexe. Donc les expertises psychiatriques c'était n'importe quoi. Et en plus les experts n'ont pas le droit de s'écouter les uns les autres. Alors ça, ce que je dis, effectivement, ça a créé des effets, théâtralement, c'est génial, parce que c'est un mécanisme comique qui marche à tous les coups, c'est-à-dire les trois arrivent, en plus en s'appelant expert, monsieur l'expert, nanana, avec vraiment une autorité très grande, ils viennent faire leur rapport sur l'accusé, et puis ensuite ils sortent, et quelqu'un d'autre vient faire un rapport sur le même accusé, en racontant exactement l'inverse. Parce qu'ils n'ont pas compris la même chose, ils ne l'ont pas vu au même moment, ils n'ont pas parlé aux mêmes personnes. Et donc, nous qui entendons 1, 2, 3 fois le même portrait, soi-disant de la même personne, il y a des fois où on se disait, non mais vraiment, on est en train de perdre notre temps. C'est-à-dire qu'il y a un accusé dont je parle, là, qui s'appelle Adrien, qui était un des plus troublants de cette affaire. Un type qui est un peu plus jeune que moi, je pense à la petite quarantaine, qui avait déjà été condamné pour avoir violé et violenté ses précédentes compagnes. Qui a été violée dans son enfance, mais qui vient d'une famille bien sous tout rapport, très riche, très aisée, avec une enfance avec des parents aimants, avec du boulot, etc. Enfin, pas de problème social, disons, mais avec un trauma dans l'enfance dont il n'a jamais accepté de parler à personne. Donc il y a une seule des expertes qui le savait, puisqu'elle avait parlé à la sœur, mais les psys qui lui avaient parlé ne le savaient pas.
qui avait été condamné par la justice pour le viol de ses précédentes compagnes, mais il n'en avait parlé à personne. Donc il y a un seul des experts qui le savait, c'était le psychiatre qui avait eu accès au dossier judiciaire. Et il y avait toute une histoire avec sa fille, je vous passe les détails, mais bon, qu'il avait raconté de façon complètement différente aux 3 experts. Donc tout le monde nous raconte la même histoire complètement déformée, incompréhensible, avec ce truc très autoritaire de genre voilà, je vous présente, et donc à la fin en plus ils présentent leurs conclusions, parce que les experts ils sont pas là pour discuter comme ça. À la fin ils expertisent en disant moi il me semble qu'il présente une dangerosité faible, qu'il faudrait peut-être l'envoyer chez le psy un peu, mais il n'a pas de problèmes très fondamentaux, ça va bien se passer, il est super, acquittez-le. Ils disent pas acquittez-le, hein, pardon. Là, mais alors que nous qui avions entendu l'ensemble du dossier, on se disait non mais en fait là on est en train de perdre notre temps à écouter ces experts qui n'ont pas la lucidité, mais aussi parce qu'ils n'ont pas. Enfin, voilà, moi je plaide vraiment aussi pour que les sciences humaines soient représentées dans les procès, quoi. Des gens, des anthropologues, des sociologues qui ont bossé sur ces sujets pendant des années sont quand même largement aussi à même que des psychiatres à comprendre la dynamique de ces gens-là. C'est-à-dire que là, le psychiatre qui le voit pendant 1 heure, il se fait balader, alors que probablement, quelqu'un qui est formé, par exemple, à parler avec des gens qui ont subi des violences dans leur enfance, elle va peut-être percevoir des signaux que le psychiatre n'a pas perçus. Ça me paraissait évident, quoi. Et moi, j'ai passé beaucoup des audiences assise à côté d'une anthropologue génialissime qui s'appelle Dorothée Ducy, qui a écrit un livre immense sur l'inceste qui s'appelle Le berceau des dominations, que je vous recommande complètement, même si c'est une lecture extrêmement éprouvante. Et c'est quelqu'un qui a fait sa thèse, et voilà, elle a aujourd'hui 55 ans, elle travaille depuis très longtemps sur le sujet de l'inceste. Et quand j'étais assise à côté d'elle sur le banc, elle entendait des choses de ce que disaient les accusés que personne ne pensait à demander, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Elle a un radar à certains sujets, évidemment, une intention qui est beaucoup plus aiguë. Et elle, personne ne lui a demandé de venir ni expertiser, ni témoigner à la barre. Et c'est tellement dommage. On est passé à côté de ce procès, enfin, comme on passe tous les jours à côté des procès, en convoquant pas l'intelligence qui se produit dans la société là-dessus. Et par ailleurs, à l'évidence, aucun des avocats n'avait lu aucun des centaines de livres qui se sont publiés ces dernières années sur la question des violences faites aux femmes. C'est un peu dommage pour des gens qui passent leur journée à défendre et à juger des crimes dont 70% c'est des viols. Enfin, il y a des moments où on se dit mais c'est dingue, ils n'ont pas lu un seul des travaux qui se produisent en ce moment sur la question du viol, alors que c'est leur cœur de métier. Et nous, sur les bancs des journalistes et des scientifiques, il y avait beaucoup de gens qui étaient beaucoup plus compétents sur ces questions-là que les gens qui posaient des questions. J'avais une copine journaliste qui envoyait, parce qu'on n'a pas le droit de poser des questions, nous évidemment, donc on est obligé de se taire. Mais elle avait le téléphone de certains des avocats et elle envoyait les questions qu'elle voulait poser aux avocats pour qu'ils les posent. Et parfois ils le faisaient, en plus les avocats ils font ce qu'on leur dit parfois. Mais ils savent pas quoi demander, donc elle envoyait des listes de questions aux avocats en disant est-ce que tu peux demander ça, ça, ça. C'est ça qu'il faut demander en fait. C'est ça qu'on a besoin de comprendre. Et on a l'impression aussi que la justice, dans son rythme et aussi dans son côté hyper... voilà, c'est modeste aussi la justice. Là, eux, ils sont juste en train d'essayer de répondre à la question de est-ce qu'il l'a fait ou est-ce qu'il l'a pas fait. La question de pourquoi, elle n'est pas complètement investie. On n'a pas le temps. Et puis, c'est pas vraiment leur problème. Donc la question, c'est est-ce qu'il va falloir l'obliger à être soigné ou pas? Ou est-ce qu'il va aller plus ou moins 11 ans en prison? Puisque c'est ça, la moyenne, c'est 11 ans. Donc on tourne autour de ça. Bon, on va voir. Enfin, il tourne autour de ça, mais c'est c'est un peu superficiel. Je termine, madame. De toute façon, votre livre est très riche. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses que vous soulevez. On ne parlera pas des biais racistes, mais c'est vraiment quelque chose dont vous parlez dans ce texte qui est très intéressant. La construction de la masculinité, le problème des hommes entre eux. Voilà, c'est très riche et je ne peux qu'inviter le public à lire ce texte ou d'autres textes sur ces tentatives d'analyse des viols de Mazan. Pour conclure, vous, au bout de 3 mois à suivre ces audiences, après avoir écrit ce livre, qu'est-ce qu'il vous en reste? Je suis pas sortie du truc encore, évidemment, parce que le livre vient de sortir et que c'est des étapes bizarres, en fait, parce qu'il y a eu l'audience. Alors, l'audience, c'était un truc vécu collectivement, d'autant plus que, voilà, comme c'était à Avignon, moi, j'avais pris un appart à Avignon et je l'ai vraiment vécu avec la bulle des journalistes, voilà, de façon très, très solidaire, quoi. Et moi, j'avais vraiment créé des liens très, très forts avec les collègues qui suivaient le procès.
aussi, voilà, c'était beaucoup de femmes. Enfin, faut aussi dire un mot de la sociologie des journalistes qui s'intéressent à ces questions. C'est beaucoup de femmes, c'était beaucoup de gens de ma génération. Enfin voilà, c'était assez homogène et avec des questions communes aussi de qu'est-ce qu'on va faire avec ça, quoi. Comment on revient à notre vie normale, si je peux dire, quelle qu'elle soit. Mais bon, comment on fait pour refaire société en essayant de progresser un peu une fois on a compris, on a brassé tout ça. Donc ça, c'est des questions qu'on a réfléchi ensemble pendant le procès. Et puis ensuite, moi, je me suis enfermée chez moi pour écrire le bouquin. Alors là, c'était très bizarre, quoi. C'est parce que tout le monde passait à autre chose. Enfin, voilà, la France s'était passionnée pour le procès, mais ensuite, dès le mois de janvier, tout le monde était passé à autre chose, évidemment. Et en plus, mes collègues journalistes, dont c'était le métier, passaient à d'autres procès horribles. Non, mais l'année 2025 était quand même vraiment atroce, parmi les atroces. Donc, il y avait le procès Le Squarnec après, puis Jubilard, Péchier. Enfin, il y en a qui se sont enchaînés, les trucs comme ça. Donc, moi, j'étais restée dans ma bulle Mazan, mais il y en a qui, enfin voilà, on s'envoyait des messages et les filles qui étaient à Le Squarnec. Enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'affaire Le Squarnec, le chirurgien qui a violé 300 de ses patients mineurs. Enfin, on est aussi sur un autre, voilà, un autre type de problème. Et donc, moi, j'ai l'impression d'être restée dans un truc très dur là pendant l'écriture où j'alternais entre des moments de colère et puis en plus voilà d'essayer d'écrire un livre en se disant mais en fait j'ai pas envie de recracher ma bile, quoi. C'est pas essayer de dire quelque chose mais qui soit pas complètement désespérant mais qui soit pas non plus les bisounours, hein, parce que je le pense pas, mais voilà, essayer de faire quelque chose de ça qui soit à peu près juste et voilà, et la discussion avec les éditeurs, éditrices, il y a eu 3 personnes qui se sont penchées sur ce texte. C'était à la fois très riche, mais très dur, pas plus dur pour moi que pour mes autres livres, parce que ça me tenait tellement à cœur et que j'étais tellement en colère que je comprenais bien que les éditeurs essayaient de me faire redescendre sur terre et que c'était très bien et c'était ça qu'il fallait faire, mais ça me mettait en difficulté. De la même manière que je le raconte au début du bouquin, les copains qui me disaient ah non mais moi j'ai pas envie de parler de ça parce que c'est glauque, j'avais un peu envie de leur mettre des claques. Enfin, il y avait un truc, c'est dur en fait d'être cette injonction à rester calme. Donc ça c'était dur. Et puis ensuite la sortie du livre, alors là c'est encore autre chose parce que c'est hyper agréable d'en parler pour moi en tout cas. Enfin, ça me fait du bien. Et en même temps, les retours, ça laisse un peu. Enfin, en même temps, là, je suis hyper contente. Il n'y a pas que des femmes dans la salle, mais enfin, il y a quand même une très grande majorité. Enfin, voilà, il y a aussi un côté, on se dit, est-ce qu'on va arriver à faire bouger les choses? Et en même temps, il y a pour l'instant, j'ai eu 2 retours de lecture d'hommes qui me disent qu'en lisant le bouquin, ils se sont questionnés sur leur propre pratique. Ils se sont plus que ça, ils se sont rendus compte qu'eux-mêmes, ils avaient fait des trucs pas OK avec leurs ex-compagnes. Et alors ça, bon, à la fois ça me désespère, en plus il y en a un des 2 que je connais vraiment bien, mais en même temps, c'est ça qu'il faut. Enfin, si le livre peut permettre aux gens de s'interroger eux-mêmes sur leurs pratiques, bon, bah, c'est qu'on est au bon endroit. Ça me rend un peu optimiste. Enfin, voilà, mais j'alterne entre tout ça. Et je regarde des vidéos de petits chats et, et de trucs d'échecs pour essayer de ne pas écouter trop l'actu et de ne pas me laisser désespérer, comme on en est tous là, non? Eh ben, merci beaucoup et la parole est aux personnes qui veulent poser des questions. Moi, j'avais une question. Je suis allée au procès Pilico sur une journée. J'ai vu les enquêteurs de personnalité, qui étaient principalement des enquêtrices. En fait, moi, ce qui m'a marqué, c'est quand ils appelaient à faire témoigner les conjointes ou ex-conjointes, ils ont dit qu'elles n'étaient pas obligées de porter serment. Et ça m'a vraiment, ça m'a fait hyper bizarre, quoi. De me dire qu'en fait la justice appelle des personnes qui n'ont pas l'obligation de dire la vérité. Je me suis dit mais en fait pourquoi du coup on les appelle, alors que moi de mon point de vue je me disais c'est des personnes qui sont avec les accusés, donc ils les connaissent le mieux, et en fait voilà, je sais pas si vous ça vous a fait quelque chose aussi ou pas. Alors moi ça m'a interrogée, mais c'est vrai que la loi c'est que les personnes qui ont un lien ou de sang ou de concubinage avec l'accusé ne sont pas obligés de jurer de dire la vérité. Et moi, le premier truc que ça m'a fait penser, c'est que moi, je vis pas avec mon compagnon, mais évidemment que si on me demandait de témoigner à son procès, j'aurais un conflit de loyauté. Et ça, j'ai pas de lien de sang et j'ai pas de lien de concubinage, mais les liens entre les gens sont un peu plus complexes que ça. Moi, c'était ça que ça m'avait dit.
En vrai, c'est pas très possible. Enfin, c'est-à-dire qu'on ferait jurer les gens, essayer de faire jurer à une mère de dire toute la vérité sur son fils quand il risque 20 ans de prison, elle va jurer, mais est-ce qu'elle va le faire? Enfin, je veux dire, c'est mettre les gens dans un endroit probablement qui peuvent pas. Enfin, et c'est aussi respecter cette question du conflit de loyauté. Qui est voilà, qui est compliqué à comprendre, mais enfin non, qui est pas compliqué à comprendre parce que je pense qu'on est tous capables de se dire oui, c'est vraiment difficile. Et donc j'ai fait tout un chapitre là-dessus parce que c'est assez intéressant la question des femmes qui viennent témoigner, à quel point elles sont dans un endroit qui est vraiment très cruel. Que ça soit les compagnes ou les mères. Il y a il y a plusieurs mères qui sont venues témoigner et 2 pères. Non, mais je peux pas m'empêcher, voilà, de compter, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai compté l'ensemble des témoins qui ont été appelés à la barre. C'est une énorme majorité de femmes. Quand même, sur un procès qui parle avec que des hommes accusés et qui parle de la construction de la masculinité, j'aurais préféré qu'on appelle à la barre les pères, en fait. Ça me semble plus intéressant comme apprentissage de la violence probable que d'aller demander aux mères si c'est pas un peu leur faute, ce qu'on a fait. Je ne sais pas si c'était le jour où vous y étiez, mais il y a une dame de 95 ans qui est venue témoigner pour son fils et à qui, en plus, dont on savait que le fils avait été lui-même le fruit d'un viol. Donc, on se dit, cette femme-là, quand elle vient témoigner pour le procès de son fils, qui a violé une femme, elle-même, elle avait été victime de viol, qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette femme? Ça paraît quand même, enfin voilà, c'est lourd, quoi. Et le juge lui pose des questions qui sont, mais enfin, à mon sens, assez obscènes. Et une autre mère, pareil, le Adrien dont je parlais tout à l'heure, qui avait déjà été condamné, lui, pour viol de ses anciennes compagnes. Et donc, la mère arrive à la barre et le juge lui dit, c'est la deuxième fois qu'on se voit, puisque vous êtes déjà venu témoigner pour votre fils au précédent procès. Et la première question qu'il lui pose, c'est comment, en tant que mère, vous expliquez la dérive qu'il a eue par rapport aux femmes? Et moi, vraiment, enfin, alors voilà, elle n'a pas à jurer de dire la vérité, mais en vrai, enfin, qu'est-ce que c'est que cette question, de toute manière? Qu'est-ce qu'elle en sait? Enfin, et puis, qu'est-ce qu'elle peut dire de ça? Enfin, c'est un peu dégueulasse, quoi. Après, la question des compagnes, elle est vraiment autrement plus compliquée et plus difficile, parce que les compagnes, là, elles sont toutes potentiellement victimes. Évidemment qu'on soupçonne très fort que ces hommes-là, ils n'ont pas été impeccables avec leurs compagnes. Et en plus, parfois, on sent ou on sait que c'est le cas. Il y en a même qui racontent très tranquillement les pratiques qu'ils avaient avec elles. Enfin, je le raconte, il y a un accusé, quand on lui demande si ça l'a pas perturbé d'avoir des relations sexuelles avec une femme endormie, il dit non, je le fais tout le temps avec ma compagne. Et donc, le juge était là, alors, c'est intéressant que vous le disiez comme ça. Sachez que c'est pas non plus OK de le faire avec votre compagne. Est-ce que vous êtes sûr qu'elle est d'accord? Bah oui, oui, elle est d'accord. Et comment vous savez qu'elle est d'accord? Parce que si elle dort, c'est un peu compliqué de lui demander. Bah, je le sais, on en a déjà parlé, donc elle m'a dit qu'elle était d'accord. Et OK, elle vous a dit qu'elle était d'accord il y a 2 mois, mais comment vous savez qu'elle est d'accord au moment où vous le faites? Bah, c'est comme ça. Je le sais. Et donc, cette compagne-là, quand elle vient témoigner, évidemment, le juge lui demande ce qu'elle pense de ça. Et elle, on voit bien, mais comme enfin voilà, moi j'arrive très bien à me mettre à la place de ces femmes-là, c'est-à-dire que pareil, c'est mettre les gens dans un corner là, comme on dirait. Vous voyez, elle peut pas s'échapper. C'est-à-dire que elle est là. Alors la plupart, elles sont, il y en a plein qui étaient mères des enfants des accusés. Donc là, c'est pareil. C'est quoi leur intérêt à elles dans l'affaire? De l'envoyer en prison. Il y en a qui sont dans des difficultés économiques pas possibles, et parfois dans des systèmes d'emprise aussi, voilà, extrêmement complexes, dans lesquels elles n'arrivent pas à dire exactement ce qui leur est éventuellement arrivé à elles, ou elles n'ont pas eu le temps de le penser, elles n'ont pas eu le temps de se... C'est leur donner la chance de dire. Alors il y en a qui quand même viennent dire des choses, hein. Ça arrive. Et Oui. Alors voilà, mais après ça pourrait, pardon, je pense, ça n'a pas été le cas et moi j'en étais très surprise. Le procureur pourrait se saisir de certaines affaires, même sans qu'elles aient besoin de porter plainte, vu que c'était dit à l'audience et qu'il y a des trucs illégaux qui ont été dit à l'audience et du coup, bon, enfin ce sera peut-être le cas plus tard, j'en sais rien, mais en tout cas ça n'a pas été le cas sur le coup. Et mais c'est une question. Enfin, moi je pense que ce serait très intéressant si la justice préservait davantage les gens, mais il faudrait pouvoir leur donner des conditions dans lesquelles elles s'expriment qui puissent être aussi un endroit de parole et de vérité pour elles. Oui. Est-ce qu'il y a des pères qui ont témoigné? Parce que le vrai problème, c'est quand même l'éducation des garçons dans cette affaire. Donc, ce que je vous disais, il y a 2 pères qui sont venus.
un monsieur de plus de 90 ans qui avait rien à dire, à part qu'il aimait son fils. Donc bon, mais à qui on n'a pas vraiment posé de questions. En plus, c'était un chef. Enfin, c'est un peu idiot ce que je vais dire, mais c'était le chef de gare de Carry-le-Rouet. Je sais pas si vous voyez, enfin, qui est une calanque au nord de Marseille et qui est un peu le paradis cet endroit, quoi. Et donc lui, il arrivait avec son espèce d'image son fils avait raconté à quel point son enfance avait été idyllique à cet endroit-là. Et il arrivait avec une espèce d'image, voilà, très solaire de ce vieux monsieur très beau par ailleurs, très digne, qui arrive avec son déambulateur, qui vient témoigner pour son fils en étant voilà au bord des larmes, en disant qu'il comprend pas comment c'est possible que ça soit arrivé à son fils et que son fils est tellement extraordinaire et qu'il aime tellement son fils que c'est pas possible. Donc là, nous, on écoute ça, on est bien désolé pour lui, mais en fait, il apporte rien au schmilblick. Et le juge ne lui pose pas non plus de questions sur l'éducation qu'il a transmise éventuellement à son fils. Hein. Et l'autre père, il y a eu un peu plus de questions qui lui ont été posées parce qu'il avait l'air d'être un peu plus en état de répondre. Mais il bottait un peu en touche aussi. Mais j'ai envie de dire, en fait, les pères qui sont venus, probablement, c'est pas les plus problématiques. Et là, ce qu'il faut qu'on arrive à voir dans le procès, c'est l'absence. Tous ces pères qui sont pas venus, d'abord, ils sont pas venus parce que pour plein d'entre eux, ils n'ont jamais été là. Hein, ils sont pas venus dans la vie de leur fils depuis bien longtemps, ou alors ils ont eux-mêmes été violents dans l'enfance de leur fils, ou parfois vis-à-vis de la mère. Hein, souvent c'est ça. Hein, il y a beaucoup de psy et de sociologues qui disent qu'en fait l'expérience de la violence dans l'enfance, ça n'a pas besoin d'être des coups portés sur l'enfant, d'être témoin de la violence entre les parents, même verbale. Hein, c'est une violence que subissent les enfants. Donc ça aurait été intéressant de pouvoir en demander des comptes au père, mais en fait, par cohérence, ils sont pas là. Ils sont pas là parce qu'ils n'ont jamais répondu présent à l'endroit de la paternité. Donc ça, c'est une forme de réponse, mais ça, malheureusement, voilà, le procès n'est pas, on ne prend pas acte de leur absence, si je peux dire, et on devrait. Enfin, c'est ce qu'on est en train de se dire ça là, mais ça fait partie du problème, évidemment. Et tant qu'il y aura que des femmes pour réfléchir à ça et pour venir témoigner au procès, on n'arrivera pas à comprendre. C'est sûr. Alors moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, moi, c'est pas forcément... Mais je sais pas on en parle quand même beaucoup hein, de Dominique Pellico. Ce que je vous disais tout à l'heure, moi... Laissez la réponse peut-être. Vas-y. On n'est peut-être pas obligé de répondre à cette question-là. C'est une autre question. Personne n'a vu, et ça fait partie des trucs les plus intéressants, je trouve. Et non seulement les voisins, c'est une chose, mais les médecins non plus. Et ça, je commence le bouquin avec ça. Gisèle Pellico, elle avait des symptômes massifs, évidemment, parce qu'elle prenait... Alors on saura jamais, la cadence, comme vous dites, la fréquence, on saura jamais, puisque Dominique Pellico a reconnu, alors il dit qu'il reconnaît les faits, mais en fait il reconnaît tout et n'importe quoi, donc il a énormément varié dans ses déclarations, et donc à un moment au début il disait, ça a dû arriver 15 fois en 10 ans, et c'était vraiment, enfin voilà, c'était pas rien, mais c'était un peu épisodique, puis finalement comme ils ont arrêté plus de 50 personnes, il a bien été obligé de reconnaître 50, mais à un moment à l'audience il a dit que c'était tous les 15 jours, qui faisait venir des gens. Et que lui, par ailleurs, il l'a droguée pour la violer lui tout seul. Et alors ensuite, quand on lui demandait les dosages de drogue qu'il lui avait donnés, pareil, il a énormément fluctué. Alors la seule certitude qu'on a, c'est qu'elle a subi des prises de drogue très régulièrement. Hein. Je ne sais pas si vous savez comment ça se passe, c'est quand on teste la drogue, c'est sur les cheveux. Donc ça dépend de la longueur des cheveux, puisque les cheveux poussent à peu près 1 centimètre par mois. Donc, si vous avez 10 cm de cheveux, vous avez 10 cm d'historique, 10 mois d'historique de tout ce que vous avez avalé, notamment en termes de drogue. Et donc, Gisèle, je pense qu'elle avait quasiment 20 cm, un truc comme ça, donc on pouvait remonter, et on voyait bien qu'elle avait pris du Temesta et du Zolpidem très régulièrement sur les derniers mois qu'on pouvait remonter. Donc c'est sûr qu'il la droguait de façon extrêmement régulière et massive. Après, tous les combien, on ne peut pas tellement le dire, et elle avait des symptômes. Le Temesta, qui est la drogue qu'il utilisait, qui est un somnifère,
C'est un somnifère qui a des effets secondaires massifs, même si on en prend comme on est censé en prendre, c'est-à-dire juste pour dormir. C'est un somnifère qui assomme vraiment, et donc qui fait que les gens, même quand ils en prennent juste pour dormir, ce qui est le rôle normal de ce médicament, ils peuvent avoir des effets secondaires. Gisèle Pellicot, elle en prenait à des doses qui sont quasiment létales, hein. Enfin, je veux dire, elle était au bord de l'inconscience et du coma. Parfois, elle dormait pendant 18 heures après la nuit. Elle n'arrivait pas à se réveiller. Elle avait des inconsciences quand elle conduisait. Une fois dans le train, elle se souvenait plus où elle était en train d'aller. Enfin voilà, elle avait des sortes de pertes de mémoire. Elle se souvenait plus d'être allée chez le coiffeur. Elle se souvenait plus d'avoir vu sa voisine. Elle appelait sa fille 2 fois de suite parce qu'elle se souvenait pas qu'elle venait de l'avoir au téléphone. Enfin voilà, des sortes de pertes de mémoire comme ça qu'elle expliquait pas. Et comme elle avait 72 ans, elle était allée voir un médecin en étant très inquiète d'avoir Alzheimer. Parce qu'évidemment, c'est à ça qu'on pense spontanément. On se dit, bon, bah voilà, on est en train de perdre la mémoire, quelles sont les hypothèses possibles? Par ailleurs, sa mère avait eu un cancer du cerveau, donc elle pensait à des choses comme ça. Et elle a vu 3 neurologues qui l'ont expertisé, fait faire des scanners et rien vu, parce qu'évidemment, il n'y avait pas de problème au scanner, et elle n'avait aucun trouble cognitif à part ça. Elle avait des troubles gynéco, elle avait des problèmes gynéco, elle a même eu une MST que son gynéco a laissé passer en disant, bah ça arrive. Comme on dit aux gamines, enfin pardon, je sais pas si vous avez des gamines, mais parfois les adolescentes qui chopent des MST, on leur dit c'est peut-être dans les bars publics que tu l'as chopé, mais non, enfin, je veux dire, c'est pas ça. Enfin, 99, c'est pour les rassurer les parents qu'on dit que c'est comme ça qu'on chope les MST, mais c'est la plupart du temps, enfin à moins vraiment, je sais pas comment est votre bar, quoi, mais c'est Et donc là, c'est pareil. Le gynéco, elle a une MST. Elle dit qu'elle n'a aucun rapport sexuel avec quelqu'un d'autre que son mari depuis des années. Et le gynéco se dit, bon, bah, c'est sûrement arrivé par accident. On ne sait pas. Au lieu de se dire, bah, là, on a un problème massif. Mais même le problème le plus évident, ce serait que le mari la trompe sans se protéger. Mais si c'est ça l'hypothèse, ça vaut la peine de parler au mari. Enfin, je veux dire, il la met en danger. Ça aurait valu la peine que le gynéco se bouge, quoi. Au lieu de dire, bon, bah voilà, c'est sûrement ça vous est arrivé accidentellement dans un bar, ou bien peut-être votre mari va voir ailleurs. Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi, ça. Et donc la défaillance des médecins là-dessus, qui l'ont renvoyée chez elle en lui disant, bah c'est pas grave, vous vieillissez, ça va arriver. Le dernier neurologue avait dit aux enfants de se préparer au fait qu'elle était peut-être en train de faire une démence sénile, et aucun accompagnement, alors qu'elle a vraiment, pour le coup, essayé de se faire soigner. Et après, elle n'a pas pu imaginer ce qui lui arrivait vraiment, parce que vraiment, très sincèrement, il faut être pas sacrément parano pour se dire ou bien mon mari me drogue et je suis violée par des mecs tous les 15 jours. Enfin, mais c'est ce que moi, je commence le bouquin en racontant cette anecdote qui est perso, mais en fait, moi, quand j'ai appris l'affaire dans Le Monde, j'en ai parlé avec un couple de copains qui sont médecins tous les deux, et je leur demandais ce qu'ils pensaient des dosages de drogue. J'étais là, mais en fait, quelqu'un qui prend du Temesta, moi j'ai pris des somnifères beaucoup dans ma vie, et je leur demandais, c'est quoi les effets secondaires de quelqu'un qui prendrait des somnifères jusqu'à l'inconscience? Et les copains me disent, ça se verrait. C'est impossible de ne pas s'en rendre compte. Les effets secondaires seraient tellement massifs qu'elle ne peut pas ne pas s'en être rendue compte. Et je leur disais, les effets secondaires qu'il y avait, en tout cas dans l'article du Monde, c'était ça, c'était des petites absences, enfin c'était des absences, pas rien, c'était des problèmes gynéco et des troubles du sommeil. Elle dormait beaucoup, ce qui sont exactement les symptômes que j'ai eus dans ma vie, moi. Et aucun médecin ne m'a jamais dit, sinon allez vous faire tester, peut-être vous êtes drogué et violé par des gens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, le déni, il est aussi le fait que pour vivre en société à peu près calmement, on n'envisage pas les pires options. Et là, c'est là, à cet endroit-là, la fille du couple Pellicot, Caroline Darian, elle a monté une association qui s'appelle M'endors pas, qui fait de la prévention sur les questions de soumission chimique, donc de ces drogues qui servent à violer. Et je pense qu'elle a complètement raison de le faire, et de le faire à destination des médecins. C'est-à-dire que les médecins aussi, il y a une case là qu'il faut allumer de vigilance. Quelqu'un qui a des symptômes un peu étranges comme ça, mais qui en soi sont pas si alarmants. C'est-à-dire quelqu'un qui a un peu des absences, qui a par ailleurs des problèmes gynéco, en soi, jusqu'à l'affaire Pellicot, ça faisait réagir aucun médecin. Et peut-être aujourd'hui, avec un peu de chance, ça allumera une lanterne chez des gens. Mais c'est difficile d'être alerte sur tous les sujets. À la lecture du deuxième extrait du livre, j'ai capté au vol l'expression « la confusion des langues ». Or, la confusion des langues, ça vaut la peine de s'attarder dessus. Il me semble que c'est le psychanalyste Racamier. Ah, c'est Ferenczi, d'accord. Qui l'a défini, et je voudrais savoir si c'était dans ce sens-là que vous en parliez.
La confusion des langues, d'après ce que j'en ai retenu, c'est un ressort du viol des enfants. Parce que l'enfant demande de la tendresse et l'adulte qui se rapproche de lui demande du sexe. Donc l'enfant va acquiescer aux demandes de l'adulte pour recevoir la tendresse dont lui, il est en demande. C'est exactement ça. Et effectivement, alors je ne l'ai pas développé dans le livre, mais c'est un clin d'œil pour les gens le peu de personnes qui ont la référence, à vrai dire, mais parce que justement sur cet accusé, il est question de violence dans l'enfance et que justement il n'est pas capable de dire qu'il a été violé parce que son oncle lui a fait poser d'autres mots sur ce qui lui est arrivé. Et aussi parce qu'il y a pris du plaisir. Et ça, c'est le truc dans lequel certaines victimes, le piège absolu dans lequel tombent certaines victimes, et notamment les enfants, la culpabilité infinie d'avoir pas tout de suite compris que c'était grave. Ou d'avoir seulement ressenti de la douleur. Et aussi parce que quand on est violé par quelqu'un qu'on aime par ailleurs, la confusion, elle est là. Et que voilà, ça crée et notamment pour les enfants qui savent pas du tout faire le distinguo entre ces trucs-là, ça les plonge dans une espèce d'état psychique dans lequel ils n'arrivent plus à dire le bien du mal, ils n'arrivent plus à dire le viol du plaisir, de l'initiation sexuelle, enfin là que j'utilise avec tous les guillemets du monde, parce qu'une initiation sexuelle d'un enfant par un adulte, non. Et d'autant plus d'un oncle, enfin bref. Mais voilà, cet accusé-là, il était pris, il me semblait, dans ce type de confusion des langues dont parle effectivement Ferenczi à propos des enfants victimes d'inceste. Et bon, voilà, c'est une référence. J'ai utilisé cette expression parce qu'elle me semblait renvoyer, enfin voilà, pour ceux qui la connaissent, à tout un corpus que j'ai pas moi développé parce que c'était pas le sujet du. Bizarrement, en fait, alors que la question des violences sur les enfants était omniprésente dans ce procès, c'était pas le sujet du procès. Donc en fait, on n'arrêtait pas de réfléchir à ça parce que aussi bien comme vous savez sans doute, il est très fortement soupçonné que Dominique Pellicot aurait aussi violé sa fille, voire éventuellement agressé les petits-enfants. Lui-même, il a été violé enfant. Il y avait beaucoup d'accusés qui avaient été violés enfants. Enfin, la question des violences sur les enfants, elle était complètement transversale, mais encore une fois, la justice, elle se concentre sur les questions qui lui sont posées. Et là, les questions qui étaient posées, c'est ont-ils violé Gisèle Pellicot ou pas, qui n'est pas une question qui concerne les violences sur les enfants. Et du coup, on n'a pas traité cet aspect-là. Donc moi, dans mon livre, il prend beaucoup de place parce que ça fait partie des trucs. Bon, après, ça fait partie aussi des choses les plus douloureuses, hein, évidemment. Dans les moments du procès les plus difficiles, contrairement à ce que on m'a souvent demandé, les vidéos c'était horrible. Et évidemment, les vidéos c'était horrible, mais en fait, c'est pas le pire du tout, pour plein de raisons. Mais que je peux peut-être dire d'ailleurs maintenant que j'ai dit ça, mais très bizarrement, comme quelqu'un le disait tout à l'heure, les vidéos ils imitent des films porno qu'ils ont vus sur des plateformes. Et des films, moi j'en ai déjà vu aussi. Et en fait, du coup, ces images-là, elles sont déréalisées par le fait que on les connaît. Et on les connaît, alors de façon plus ou moins fictionnelle, mais on n'arrive pas à se rendre compte de la gravité, en tout cas moi. Je me rends compte qu'il y a une espèce d'accoutumance de ces images qui fait qu'on n'arrive plus à percevoir la gravité du réel. Et je le dis parce qu'il me semble que c'est ça le problème. C'est aussi ça, c'est pour ça qu'eux, ils ont réussi à passer à l'acte. C'est que la force de consommer et de voir ces images-là, il y a une espèce, c'est comme les vaccins, enfin je veux dire, il y a une espèce d'accoutumance au poison qui fait que on ne s'arrête plus. On arrive à ne pas s'arrêter alors que ça devrait être tétanisant, mais ça ne l'est pas. Et alors moi, l'endroit qui est tétanisant pour moi et pour la plupart des gens, vraiment, c'est les questions de pédocriminalité. On n'en a pas encore parlé, mais il y a aussi 5 des accusés qui étaient également poursuivis pour détention de fichiers pédopornographiques sur leur ordinateur. Et alors là, les audiences dans lesquelles on les entendait se défendre là-dessus en racontant bien souvent n'importe quoi, comme d'habitude, ça, c'était le plus dur. Alors qu'on n'est que dans la parole, on n'est pas dans l'image, on n'est même pas dans les faits. Enfin, on sait pas, hein, mais a priori, ils n'avaient pas violé d'enfants, ils avaient juste, si je peux dire, consommé des images. Mais là, on est dans un endroit pour moi, j'arrive plus à réfléchir, quoi. J'arrive plus. En fait, moi, c'est plutôt un partage. Je trouvais que la personnalité
de la victime, enfin, le fait qu'elle ait fait le choix que ce soit pas un procès à huis clos, ça laissait espérer justement une vraie réflexion sociétale et un vrai engagement de la société, parce que c'est quand même pas rien comme démarche, c'est assez exceptionnel. Enfin, et moi, en fait, avec mes amis, ce qui en est ressorti, c'est une vraie déception, en fait, parce que face à un enjeu tel et le fait qu'elle ait accepté tout ça, bah, finalement, il y a pas mal de journalistes qui ont exprimé ce que vous avez dit, une déception sur le fait d'être passé à côté d'un enjeu de réflexion. Et ça, moi, je trouve ça assez dur à vivre en tant que femme, mais pas que, hein, en tant que membre d'une société qui a à réfléchir vraiment, quoi. Ouais, je suis d'accord. Après, ça pourrait être presque l'ouverture de la discussion parce que je suis d'accord avec cette déception, mais aussi, bon, après, la discussion collective, elle a eu lieu. Elle n'a pas eu lieu au procès. Moi, je trouve que le procès était assez décevant, mais par contre, on peut pas se plaindre de la discussion collective. Vraiment, la société s'en est saisie, et moi, j'ai l'impression d'avoir eu beaucoup de témoignages d'amis ou de femmes autour de moi qui disaient qu'elles avaient confronté leurs compagnons là-dessus. J'ai l'impression qu'on est beaucoup, alors moi c'était mon cas aussi, on est beaucoup à avoir pas laissé les hommes autour de nous regarder ailleurs, quoi. Alors que on pourrait se dire dans ce genre d'affaires, enfin voilà, surtout les femmes qui s'en préoccupent, mais les hommes pendant ce temps sont en train de penser à autre chose. Et là, j'ai l'impression qu'il y a eu quand même à plusieurs endroits des discussions qui ont été portées dans les familles, dans des espaces dans lesquels peut-être d'habitude elles se passent moins. Ou en tout cas, les hommes ont été un peu obligés de se coltiner un peu de réflexion. Donc ça, c'est hyper positif. Après, aussi, on est dans un contexte beaucoup plus global dans lequel le rapport de force, il est très dur. Donc après, est-ce qu'on avance ou est-ce qu'on recule ces dernières années sur la question des violences faites aux femmes? J'en sais rien. Et il y a aussi, on peut estimer qu'on avance, hein. Mais après, c'est sûr qu'il y a un backlash, comme on dit, il y a un retour de bâton. Il y a un contexte, voilà, pendant le procès, Trump a été réélu. Le lendemain du procès, Gérald Darmanin a été nommé ministre de la Justice. Enfin, on voit bien qu'on est on n'est pas sur un boulevard univoque. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, complètement. Après, je pense, voilà, c'est aussi le boulot qu'on essaye de faire. Je pense, les journalistes, enfin, on est nombreux à avoir écrit sur cette affaire et essayer de remettre sur la table les enjeux qui étaient posés par ça, sur lesquels il faut qu'on avance. Donc, cette question des violences faites aux enfants, elle date pas, enfin, encore une fois, c'était pas l'objet de ce procès et elle est transversale à tellement d'affaires et on commence à en parler vraiment beaucoup. Et il y a un gros chantier énorme qu'il faut qu'on se coltine en tant que société. Donc, mais pendant qu'on se dit ça, l'aide sociale à l'enfance, et voilà, les budgets sont réduits en permanence, etc. Mais voilà, c'est vraiment les questions politiques au sens, il va falloir qu'on y réfléchisse quand on vote à ça. Et de la même manière, voilà, la seule conséquence de ce procès, c'est en termes politiques, pour l'instant, c'est qu'ils ont ajouté le mot consentement dans la loi, qui est un sujet qui n'était pas très consensuel chez les féministes, et on n'est même pas sûr que ça aide à quoi que ce soit. Et puis en l'occurrence, pour ce procès, ça n'aurait absolument rien changé. Enfin, ça n'a rien changé. Et c'est pas ça les questions. Les questions, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'enquête suffisante les 3/4 du temps et que les plaintes pour viol sont classées sans suite? Pourquoi il y a des non-lieux? Mais est-ce qu'un ministre qui a obtenu 2 fois des non-lieux est la bonne personne pour travailler là-dessus? Je ne sais pas. Mais enfin, la question des non-lieux, elle est très grave, quoi. Et du coup, de la perte de crédit dans la justice qui fait que les femmes n'arrivent pas, enfin, ne veulent plus aller porter plainte, ou que même quand il y a des non-lieux, ben, on ne considère pas que les gens sont blanchis, puisqu'on n'a pas confiance dans la justice, et on a bien raison de ne pas l'avoir, puisque les chiffres sont accablants, quoi. Et donc voilà, cette question de l'investissement des enquêtes. On a beaucoup félicité le policier de Carpentras qui a découvert l'affaire Mazan, et ça, je trouvais ça pas mal. Enfin, parce que en fait, c'est dire aussi quand les enquêtes sont bien faites, on arrive à trouver des preuves. C'est pas vrai qu'il n'y a jamais de preuves sur les viols.
Encore faut-il les chercher. Et on sait que la plupart des enquêtes, il n'y a même pas de confrontation avec la personne accusée, et alors encore moins de saisie des matériels informatiques pour vérifier qu'il n'y a pas quelque chose dedans. Et si on fait pas ça, on ne trouvera pas de preuves, c'est sûr. Voilà. Donc ces enjeux-là, il faut arriver à faire la liste des trucs améliorables, mais les associations féministes les font depuis très longtemps, hein, mais on le découvre pas maintenant. Mais je trouve que cette affaire-là, il faut qu'on arrive à remettre sur la table certains sujets sur lesquels on a une marge de progression et ne pas se contenter d'avoir ajouté un mot dans la loi. C'est bien et c'est très bien de parler de consentement, et si ça permet de faire de la pédagogie avec la loi, c'est super, mais c'est pas suffisant du tout. Si ça vous convient, on va s'en tenir là pour les questions au micro. Mais avant de vous laisser complètement libre, on va vous offrir un verre avec grand plaisir, histoire de pouvoir continuer à échanger entre nous toutes et tous. Évidemment, il y a une table de la librairie où peut-être que Valérie t'acceptera de signer quelques livres éventuellement. Et puis, il y a une petite boîte bleue sur la table juste avant que vous partiez, si jamais vous avez envie de vider vos brins de monnaie après avoir craqué vos billets, bien sûr, à la librairie. Vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup de votre présence et puis à tout de suite. Merci beaucoup pour vos questions.